les interactions générationnelles. J'espère que vous allez bien, que vous arrivez en bonne forme ce matin. Alors, avant de commencer et d'introduire le sujet d'aujourd'hui, je vais passer la parole à Monsieur Jean-François Beauregard, qu'on a la chance d'avoir avec nous ce matin, qui va nous faire un petit mot d'introduction avant de passer dans le vif du sujet. Alors, Jean-François, à toi la parole. Bonjour tout le monde. Merci Fanny de me donner une opportunité de dire bonjour à plusieurs de nos membres, les membres du regroupement Loisirs et Sports du Québec, mais aussi de son Centre québécois de services aux associations. Alors, merci beaucoup de participer à ce webinaire. C'est une première. On essaie d'offrir quelques sujets nouveaux, pertinents pour les gens, et d'offrir ça gratuitement en mode webinaire. Donc, ça permet au plus grand nombre de se brancher. On a déjà fait récemment un webinaire, entre autres, avec des équipes de Raymond Chabot de Grant Thornton sur les mesures d'aide et ça a été très populaire. On parle de plusieurs centaines de personnes qui se sont présentées. Donc, merci d'être là, Fanny, et de nous présenter un sujet qui est souvent peu abordé. C'est surtout avec la pandémie, là, les gens sont de plus en plus branchés numériquement et ils utilisent des tablettes et tout ça. Et ça représente des défis. Pour les organismes et même en ce sens-là, récemment, on a lancé là un produit qui s'appelle Scrutary pour pouvoir faire du vote en ligne pour les assemblées générales des organismes. Donc, suivez les actualités du regroupement et sans plus tarder, j'invite Fanny Barrette à nous présenter ce webinaire sur l'optimisation des interactions entre les générations. Merci beaucoup. Merci, M. Beauregard, merci. Alors, je prends la balle avec joie ce matin avec vous. On va être un bon 2 heures ensemble. Donc, je vais instaurer un rythme qui va vous permettre d'être en mode écoute. Soyez bien confortable si vous voulez activer votre caméra, votre micro. C'est bien à vous pour le micro. Simplement le fermer lorsque je vais animer. Puis à la toute fin de notre rencontre du webinaire, on aura la chance de pouvoir échanger, interagir un petit peu si vous avez des questions. Également, pendant la rencontre, pendant notre présentation, vous pouvez aussi écrire sur l'espace de clavardage, inscrire vos questions, vos commentaires, vos réponses, toutes sortes de remarques. Vous êtes les bienvenus. On va prendre une petite pause un peu plus tard, vers 11 heures. Question là de pouvoir chacun aller se revigorer, puis ça va nous permettre de voir un peu vos questions, de pouvoir y revenir un peu plus tard. Alors, bienvenue. Je vois qu'il y en a qui continuent de se connecter. Alors, bienvenue parmi nous. Bon matin. Mon nom, comme Jean-François le nommait, Fanny Barrette. Je suis consultante en psychologie organisationnelle. Ça me fait vraiment plaisir d'être là ce matin pour vous parler d'un sujet qui est hyper intéressant, soit les collaborations intergénérations. Et puis là, surtout qu'on est dans un contexte où, en plus de ça, le télétravail forcé a chamboulé nos réalités à tous. Certains avaient plus de facilité à s'y faire, d'autres un peu moins. Alors, comment est-ce qu'on peut s'entraider puis utiliser le potentiel de chacune de ces générations-là? Alors, effectivement, ce webinaire est issu de discussions avec M. Beauregard là, du regroupement parce qu'on se disait qu'il y avait de réels enjeux et que c'est important d'avoir un dialogue, de pouvoir réfléchir à ces questions-là, de nos interactions entre les générations. Alors, la question qu'on se posait, c'est comme gestionnaire, comme direction de vos organisations respectives, le visage de vos employés, de vos bénévoles, des collaborateurs avec qui vous faites affaire est en train de se modifier, de se diversifier à tout égard finalement. Et puis le bagage avec lequel ces gens-là arrivent aussi est traité de grands contrastes. Alors c'est tout un défi, puis ça c'est pas un secret pour un gestionnaire d'être capable de premièrement discerner ces différences-là, mais aussi les apprécier, savoir les mobiliser. Alors, c'est vraiment dans cette intention d'offrir des réflexions pour vous, à savoir, comme gestionnaire, comment mobiliser
ces différences pour avoir des collaborations positives. C'est dans cet angle-là qu'on a préparé le webinaire. On veut aussi, évidemment, avec les réflexions, vous sensibiliser aux enjeux générationnels. Ce sont de grandes catégorisations, j'en parlerai un petit peu plus tard, mais quand même, ça nous aide à comprendre à qui on a affaire, puis comment est-ce qu'on peut mieux s'ajuster dans le cadre de nos collaborations. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais me présenter un peu plus comme la plupart d'entre vous me voyez pour la première fois. En fait, je travaille pour Doc Service Conseil, qui est une petite firme sur la Rive-Sud, une belle firme qui est là depuis 30 ans maintenant, spécialisée en formation en ressources humaines. Et puis moi, ben là, j'y suis depuis quelques années déjà à titre de consultante en psychologie organisationnelle. Alors, moi, je suis spécialisée en santé psychologique au travail, particulièrement pour les gestionnaires. J'ai fait mes preuves académiques à l'Université Laval, donc un baccalauréat en psychologie, une maîtrise en management, et puis maintenant, là, je complète un doctorat en psychologie du travail. Et puis, mon questionnement, moi, ça a été comment est-ce que je peux accompagner les gestionnaires, mes clients, à vraiment devenir les leaders qu'ils sont, qu'ils aspirent à être, comment faire des collaborateurs hors pair. Et c'est ça qui a suivi vraiment mes motivations au travail, qui fait qu'aujourd'hui, je suis là avec vous parce qu'il y a de réels enjeux aussi qui touchent notre compréhension des générations. Alors, n'hésitez pas à aller fouiller sur notre site web de Doc Service Conseil. Ça va nous faire vraiment plaisir de pouvoir répondre à vos questions par rapport à la formation d'aujourd'hui. Et sachez que le présent webinaire sera disponible également sur l'intranet. Donc, si vous souhaitez vous y référer à nouveau un peu plus tard. Alors, évidemment, moi, j'ai pas 60 ans derrière la cravate, comme vous pouvez le deviner avec mon visage, mais j'ai quand même plusieurs années d'expérience, environ une quinzaine, à titre d'employé, à titre de collègue, de leader aussi d'équipe. Puis j'ai eu la chance d'expérimenter le travail très proche avec les multiples générations. Puis aujourd'hui, aussi depuis quelques années, j'ai la chance d'enseigner à l'Université Laval à la jeune relève, en fait. Puis de voir qu'il y a vraiment des contrastes, il y a vraiment des belles mentalités qui sont en train d'évoluer, de se contaminer, je dirais, positivement. Puis je trouvais ça riche ce matin de vous partager un peu ce que moi j'ai pu observer, ce que la recherche nous dit aussi, puis pratico-pratique, comment est-ce qu'on peut mieux comprendre ce phénomène des générations. Alors voilà ce que je vous propose pour ce matin. On a un petit plan bien simple, en fait, qui est premièrement de comprendre de quoi est-ce qu'on parle. Hein? Ce matin, on parle de génération, on parle de collaboration. Alors, on va définir un peu ces concepts-là. Puis, on va se poser les questions. Quelles sont les conditions de succès d'une interaction qui est positive, qui est satisfaisante? Est-ce qu'il y a des constantes à travers les générations? Puis, s'il y a des distinctions, mais quelles sont-elles? Hein? À quel point ça joue sur la façon dont on a à intervenir comme gestionnaire? Et puis finalement, ben, la trame de fond de tout ça, c'est le contexte actuel, le télétravail, la pandémie, même gérer cette notion d'anxiété, hein, comment on assure une relation positive à travers un écran, une caméra. Alors, pour moi, c'est important ce matin d'offrir un webinaire où je pouvais avoir la chance de vous voir aussi. La plupart sont davantage là, unilatérales, c'est-à-dire vous voyez l'animateur, l'animatrice. Pour moi, je trouve ça intéressant ce matin de pouvoir aussi voir vos visages, savoir que vous êtes connectés, puis on aura la chance de discuter plus vers la fin. Alors, j'espère que ce plan-là vous convient. Et j'invite, moi, à chacune de mes formations, chacune de mes conférences, à m'introduire ou à introduire le sujet avec une citation qui m'apparaît vraiment pertinente. Et si vous excuserez l'anglais, je vais la traduire là, de façon familière. C'est ce que ça dit ici, en fait, c'est que il y a une évidence, il y a une preuve assez considérable que la réelle efficience individuelle d'un gestionnaire est drôlement proche de sa capacité à reconnaître, à apprécier, puis ultimement à utiliser les différences clés fondamentales des personnes autour de lui. Donc,
d'être capable de cerner, d'aller deviner, de comprendre, puis de savoir apprécier les différences des gens autour de nous, ça fait de nous un gestionnaire aguerri qui va utiliser ces ressources-là. Alors, chacun, on entend des fois la vraie capacité du leader, c'est de s'entourer des bonnes personnes. Alors, il y a aussi de ça, savoir s'entourer de personnes qui vont être complémentaires à nos habiletés, complémentaires à notre approche. Mais ça nous confronte à comment est-ce qu'on réagit face à la différence, face à quelqu'un qui a des compétences complètement différentes, qui a une vision du monde aussi, une mentalité qui ne nous est pas familière. Bien, comment on réagit à ça? Puis c'est quoi notre relation face à une personne avec qui, en fait, on ne se retrouve pas, avec qui on est à ce point différent, finalement, qu'on n'a pas nécessairement de point de repère. Puis ça, c'est difficile comme gestionnaire quand on veut être en contrôle, quand on veut diriger, quand on veut offrir de la clarté. Quand nous, on l'a pas, cette clarté-là, quand c'est plus difficile, bien, ça pose une question, puis ça nous suggère de peut-être prendre un moment de réflexion, puis d'essayer de comprendre ce qui est en train de se passer pour ensuite prendre action de façon cohérente et adéquate. Alors, c'est ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut mieux comprendre à travers l'œil des générations, à travers cette lunette des générations pour mieux ensuite s'arrimer dans notre gestion. Et puis, en fait, de façon universelle, ce qu'on peut dire, c'est que chacun, on possède nos traits de personnalité, on a chacun notre tempérament, on a des inclinations comportementales, dépendamment des situations, des émotions qu'on vit. C'est impératif, comme gestionnaire, de développer cette capacité-là à s'adapter, puis à savoir accompagner chaque personne dans son unicité. Puis d'ailleurs, il y a d'innombrables études qui pointent vers, malgré le fait qu'il y a des différences culturelles, malgré que quand on est une femme, un homme, il peut y avoir certaines différences, malgré l'origine ethnique, notre âge, ben il y a deux constats qui restent constamment vrais, c'est-à-dire chaque personne est différente et chaque groupe de personnes aussi est unique, mais va présenter des patterns qu'on appelle, donc des espèces d'habitudes comportementales qui vont quand même être générales, qu'on va reconnaître. Donc, c'est dans cet angle-là que je vous invite aujourd'hui à comprendre les générations. Alors, continuons ici avec une invitation à saveur d'esprit critique, vous l'aurez compris. Le piège qu'on a ce matin ensemble, c'est de tomber dans une généralisation qui serait inappropriée ou en tout cas pas tout à fait adéquate dans notre rôle. Donc, on veut pas tomber dans le stéréotype finalement des générations, mais plutôt essayer de comprendre comment est-ce que d'avoir une meilleure compréhension des faits comportementaux généraux va nous aider à gérer. J'écoutais il n'y a pas plus tard que vendredi dernier une conférence de Hubert Makonda, qui est un expert au niveau de la diversité au Québec, qui parlait des stéréotypes avec Rémi Tremblay de la Maison des leaders, puis qui nous disait attention parce que les stéréotypes c'est dangereux parce que ça nous épargne l'effort. Ça nous épargne l'effort de comprendre l'autre. Donc, j'ai trouvé ça puissant, puis j'avais le goût de le ramener ce matin avec vous, de ne pas tomber dans ces stéréotypes au niveau des générations. Alors, c'était ma petite mise en garde pour rester actif dans notre esprit critique par rapport à aujourd'hui. Et on n'oublie pas que pour une personne X, Y, Z, ben, il y a de multiples autres facteurs que les générations qui vont avoir un effet. On parle de l'appartenance ethnique, on parle du genre, le statut socio-économique par exemple, le statut migratoire, le type même d'industrie ou le secteur d'activité dans lequel on travaille. Donc, tout ça va avoir aussi une influence sur nos attitudes, nos comportements au travail. Alors, voilà, la bulle esprit critique est maintenant activée. On peut continuer et entrer dans le vif du sujet qui est les générations. Alors ici, Bourris et Chenevert définissent les générations comme un groupe, en fait, un ensemble de personnes qui ont à peu près le même âge, puis qui ont vécu des expériences ou des événements historiques communs. Alors, de ça va résulter une vision du monde qui est relativement semblable, un mode de pensée commun, donc comme une façon de comprendre ce qui nous entoure selon ce qu'on aura vécu de façon commune.
Alors, il y a des caractéristiques que partagent ces individus d'une même génération. On parle de valeurs, on parle d'attitudes, on parle de préférences, de comportements qui vont comme agir comme un filtre à travers les expériences qu'on va vivre dans la vie. Et puis ces caractéristiques-là ont tendance à se cristalliser comme on vieillit et à devenir relativement stables aussi tout au long de notre existence. Et c'est exactement ce qui va engendrer les différences intergénérationnelles. Alors, comment on peut voir les générations? Bon, j'ai fait cette petite mise en garde d'éviter les stéréotypes, mais maintenant, comment on peut les voir, ces générations-là, puis que c'est ça constructif? Bien, voici comment. Ce sont des ressources qui se renouvellent sans discontinuer le travail, qui vont s'intégrer, se chevaucher, puis amener avec elles de nouvelles ressources. Et chaque génération a vraiment une couleur, une valeur qui lui est propre, qui va contribuer à faire évoluer notre marché du travail, à faire évoluer nos institutions. Alors, de ce point de vue-là, les générations, c'est fascinant. J'espère que vous allez avoir la même compréhension, le même intérêt que moi à la fin de ce webinaire-là. Je serais curieuse d'avoir vos réactions. Et puis, une chose qu'on ne peut pas éviter de mentionner, c'est que dans le contexte de pénurie actuelle de main-d'œuvre, bon, évidemment, le contexte de pandémie est venu un peu brouiller les cartes à ce niveau-là, mais les organisations, la réalité, c'est qu'elles doivent rivaliser d'ingéniosité, en fait, pour attirer, pour retenir les employés qui vont leur permettre de se démarquer parce que le marché d'affaires est de plus en plus compétitif. Alors, le but, c'est d'avoir une image de marque, image employeur qui va nous distinguer, qui va attirer ces jeunes talents, ces jeunes relèves, cette jeune génération, finalement, pour donner un engouement à notre entreprise. Mais la réflexion ne s'arrête pas là. Cette jeune génération qui arrive, qu'on réussit à attirer, à retenir, elle doit côtoyer, coopérer avec les générations qui étaient là bien avant elle, qui ont accumulé un bagage impressionnant et il doit y avoir cette transaction entre les générations. Alors, comment on fait ça concrètement? On va le voir ensemble. Ici, je souhaite clarifier en fait ce qu'on va entendre quand on va parler de collaboration ce matin. La collaboration, en fait, tout simplement, Poitras et Gosselin le définissent comme un acte de travailler volontairement ensemble pour atteindre un objectif commun. Alors, la collaboration, c'est un choix. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut nous imposer. Évidemment, dans les organisations, on ne choisit pas nos collègues, mais on choisit de faire confiance, on choisit de dire « je vais partager telle information ou pas, je vais me livrer, je vais déléguer, etc. » Donc, la collaboration, réellement, ça implique un choix personnel. Ça implique que les individus vont choisir, comme j'ai dit, de se partager des informations autant au niveau professionnel, donc des tâches, des rôles, des responsabilités, des ressources, que des informations sur qui je suis comme collègue, comme gestionnaire, puis qu'est-ce que je dévoile à l'autre aussi. Parce qu'il n'y a pas une relation au travail qui n'est strictement que travail. Les gens ont fini par se connaître, ont fini par collaborer, et la personne qu'on est, donc, se transmet dans cette transaction-là, qui est la collaboration. Puis, bien à l'inverse, il y a la négociation, il y a ce qu'on appelle également la coercition. Au niveau de la négociation, ce qu'on appelle, en fait, c'est qu'on a un objectif qui peut être commun, mais au niveau des ressources, il va y avoir certaines distinctions, certaines divergences. Donc, on va peut-être vouloir garder des informations pour nous. Et ça, bien, le meilleur exemple, c'est une direction et une tablée de négociation en fait patronale syndicale. Hein? Donc, on entend qu'elles défendent des parties des intérêts différentes, mais en même temps, elles sont là pour les employés, pour réaliser le travail. Sans qu'elles, elles ne seraient pas là, elles n'existeraient pas. Au niveau de la coercition, ici, on a affaire à des personnes qui ne veulent pas collaborer, qui ne s'échangent pas d'informations et qui, à la base, en fait, n'ont même pas d'objectif commun. Donc, elles ont des intérêts complètement divergents. Évidemment, ce sont deux modèles, deux modes qu'on veut éviter à tout prix. Ce qui est particulier, c'est que de ces trois modes de communication, la collaboration, c'est celle qui est la plus exigeante, mais qui est qui s'avère en fait nettement supérieure en termes de performance, en termes de durabilité aussi. Alors, c'est ce mode-là qu'on veut activer chez nos employés, chez nos bénévoles.
C'est donc un choix, ça requiert un effort et chacun doit être prêt à le fournir, cet effort-là aussi. Alors, c'est le rôle du gestionnaire. Quand on parle de mobiliser, c'est exactement ça. C'est d'être capable de dégager les ressources pour s'ouvrir à l'autre et atteindre un objectif commun. Ce choix-là aussi, il comprend des habiletés, des compétences autant personnelles, autant groupales, organisationnelles. Évidemment, la collaboration, ça repose sur un postulat qui est issu du développement de la psychosociologie, c'est de dire que chaque personne, chaque groupe ou organisation a un potentiel qui est possible de développer. Donc, de vouloir collaborer, ça veut nécessairement dire qu'on veut faire partie de la culture de l'entreprise, on veut faire partie d'eux, on veut appartenir à. Et ça, c'est précieux parce qu'une fois qu'on sait ça, que pour nourrir une collaboration, ça demande un choix, ça demande une implication et un engagement, on se rend compte que pour alimenter cet engagement-là, la meilleure clé, c'est la confiance. Puis la confiance, c'est vraiment le socle, c'est le squelette, je dirais, de toute relation qui est positive. Alors, quand on va parler de génération tout à l'heure, rappelez-vous, comment est-ce que ces deux personnes de deux générations différentes vont pouvoir créer une relation de confiance sur laquelle elles ont effectivement des intérêts communs. Donc, ce sera toujours la trame de fond d'une collaboration qui est positive, à quel point les gens réussissent à se faire confiance, puis font confiance aux bénévoles, aux collègues, mais aussi à leurs gestionnaires. Puis on sait que la fonction de gestion a doublement, si pas 10 fois, 100 fois d'importance. C'est significatif de pouvoir compter sur la personne qui nous supervise. Ça a vraiment un effet sur la dignité, sur notre sentiment de compétence. Alors, comment est-ce qu'on peut, à travers même un écran en télétravail, octroyer ce sentiment-là, donc partager ce sentiment à nos employés, à nos collègues, que je te fais confiance, je compte sur toi, puis on va y arriver ensemble. Donc, des petits mots simples, des petites expressions, mais qui veulent tout dire quand vient le temps de travailler puis de réaliser notre mission d'entreprise. Alors, voilà l'invitation, voilà la clarification au niveau des concepts qu'on va discuter. Et voici le vif du sujet. Alors, vous voyez à l'écran les différentes générations avec les dates, les titres spécifiques. Évidemment, celles qui sont en rouge, on va se concentrer dessus puisque ce sont celles qui sont actives sur le marché du travail actuellement. Mais il y a la génération silencieuse, quoique aujourd'hui, les gens prennent leur retraite de plus en plus tard, donc il y a peut-être des gens de multiples générations qui font partie, mais vous comprendrez que je me suis concentrée là, ce matin avec vous sur les 4 principales. Évidemment, les tout jeunes, la génération qu'on appelle alpha, ne sont pas normalement encore au travail ou peut-être bénévoles, mais on laissera ça une prochaine fois, un prochain chapitre ensemble, n'est-ce pas? Alors, vous avez ici les dates, les différentes générations. On va passer à travers chacune des 4 qu'on a identifiées. Alors, premièrement, ces fameux baby boomers, qui est la génération ici qui est née entre 1946 et, je vais enlever de l'écran, 46 et 64, voilà. Donc, aujourd'hui, ça veut dire que ce sont ceux qui sont âgés environ entre 56 et 74 ans. Ce qu'on reconnaît de façon principale à la génération des baby boomers, c'est vraiment une reconnaissance des valeurs familiales, des valeurs traditionnelles. Alors, il y a un contexte à tout ça, évidemment, hein, dans lequel ces gens sont nés, l'après-guerre. C'est vraiment venu teinter, effectivement, comment les gens ont souhaité se rapprocher, avoir l'effet de communauté, croire dans les traditions, croire dans ce qui était le plus stable pour construire son identité. Alors, il y a un respect de la hiérarchie, un respect des règlements parce que c'est important pour avoir un ordre. Il y a aussi de ce qu'on appelle une grande maîtrise du savoir organisationnel. Donc, cette génération des baby boomers, c'est celle qui a bâti les institutions qu'on a aujourd'hui au Québec. D'ailleurs, partout dans le monde, mais spécifiquement au Québec, quand on parle des baby boomers, ils ont accumulé une richesse d'informations, d'expériences, de compétences. Ils ont vraiment une compréhension de ce que c'est travailler dans une organisation, dans une entreprise. Ils ont une grande loyauté envers l'organisation du travail. Alors,
pour eux, ça a une valeur qui est vraiment non négociable. Le travail, la hiérarchie, on veut respecter, on veut faire partie de cette structure organisationnelle, puis on va la respecter. Également, on aime l'assiduité, on aime la routine. Donc, quand on est capable d'avoir un plan qui est structuré, qui est simple, on va vouloir aller de l'avant de cette façon-là. Parce qu'on sait que ça peut être extrêmement complexe, évidemment. Et comme j'ai dit, on reconnaît à la génération baby boomer que ce sont les bâtisseurs des grandes institutions sur lesquelles aujourd'hui on continue d'évoluer, grâce auxquelles notre société a avancé. Alors, le baby boomer au travail, qui est-il? Eh bien, le baby boomer, c'est l'employé qui va aimer, qui a une structure qui est hiérarchique, qui est présente, qui est claire, puis qui est reconnue aussi des employés. Donc, les gens qui revendiquent, par exemple, le vouvoiement, qui vont aimer que les relations de chacune soient respectées. Un besoin de gratification, évidemment, quand on a accumulé autant de connaissances, autant de compétences, ben on souhaite que les gens le reconnaissent puis puissent aussi l'utiliser, qu'on puisse contribuer. Mais aussi, on veut continuer de les développer, nos compétences. Donc, on voit qu'il y a une soif de se développer, de se renouveler, mais tout en reconnaissant ce qu'on a acquis à travers les années. Alors, c'est ce qu'on appelle le besoin de gratification de développement. Ce sont aussi des gens qui aimeraient plus la stabilité, la routine, les règlements, comme je l'ai mentionné, qui aiment avoir des responsabilités. Donc, puisqu'ils en connaissent beaucoup, ben, ils veulent pas, ils s'attendent à pouvoir aider et peut-être avoir un niveau de responsabilité plus grand que les plus jeunes, évidemment. Une grande loyauté, un respect pour l'employeur. Alors, ce sont des gens qui vont être très engagés, très motivés pour le travail, sur qui on peut compter. Ils préfèrent également les conversations en face à face. Donc, en ce moment, c'est pas facile avec le télétravail, c'est frustrant en maudine, si vous me permettez l'expression. Alors, on préfère voir la personne, on préfère même lui parler au téléphone, mais on aime ça y aller avec les moyens plus traditionnels. Évidemment, comme j'ai dit tout à l'heure, ne tombons pas dans les grandes catégorisations. Si vous êtes un baby boomer et vous ne vous reconnaissez pas à travers ça, il y en a qui sont devenus très habiles avec la technologie. Donc, ici, évidemment, on fait de grandes catégorisations. Évidemment, baby boomer prépare peut-être la fin de sa carrière ou est déjà dans cette transition-là vers la retraite. Donc, un moment important dans une carrière qui est de voir comment est-ce qu'on veut contribuer avec tout ce qu'on a accumulé comme bagage. Et ça, au travail, c'est un défi de reconnaître, de donner du crédit pour ces gens-là qui ont bâti nos institutions, qui ont participé à l'évolution qu'on a vue. Alors, je vous dirais, s'il y a vraiment un élément à garder pour reconnaître les gens qui font partie de cette génération, c'est tenter de les positionner comme des mentors, comme des gens qui vont pouvoir accompagner les plus jeunes générations parce qu'eux ont acquis ce que c'est le travail, ce que c'est être dans une entreprise évoluée. Ils en ont vu des vertes et des pas mûres, comme on peut dire. Et puis, les études récentes démontrent que d'ailleurs le baby boomer serait le plus satisfait et le plus engagé au travail. Alors, ça amène une stabilité, un engagement dont on a besoin dans nos organisations. J'espère que pour cette première génération, les informations sont claires. J'ai hâte de voir dans les commentaires le clavardage, vos réactions. Est-ce que c'est pertinent cohérent avec ce que vous imaginiez comme définition du baby boomer? N'hésitez pas à me partager. Je vais pouvoir faire suite à vos commentaires ou vos questions. Alors, passons maintenant à la génération X, donc les gens qui sont nés entre les années 65 79 à peu près, et âgés entre 41 et 55 ans aujourd'hui. Alors, le contexte de cette génération-là, c'est qu'ils sont arrivés, en fait, pendant l'entrée massive des femmes sur le marché du travail, là où il y avait de grands mouvements syndicaux. Donc, ils sont arrivés à une période chargée pour nous, le Québec, parce qu'on se rappelle, au début des années 80 aussi, le taux de chômage des jeunes atteignait des proportions records, que ce soit au Canada, mais particulièrement même au Québec. On dit que c'était encore 27% des jeunes qui étaient âgés entre 15 et 19 ans qui étaient sur le chômage à ce moment-là. Donc, ça a teinté, veut pas, le contexte dans lequel ces jeunes-là ont grandi, terminaient leur scolarité
pour la plupart et commençaient à introduire le marché du travail. D'ailleurs, en 2011, Statistique Canada a observé que non seulement la génération X demeurait surreprésentée dans les catégories de sous-emploi, mais en règle générale, elle était aussi plus susceptible de connaître un parcours en dents de scie, où il y avait des conditions de travail peut-être moins avantageuses, moins syndiquées, et que cette génération-là peut-être bénéficiait de moins de bons revenus que les autres générations en termes d'avantages sociaux. Alors, c'est une analyse, je dirais, sociale qui est intéressante pour mieux comprendre la génération X et aussi peut-être intéressant, c'est celle qu'on connaît le moins, sur laquelle il y a eu le moins d'études. Alors, je pense qu'on gagne à comprendre comment on va pouvoir utiliser le potentiel de cette génération qui actuellement sont pas mal dans des postes de cadre, dans des postes de responsabilité de gestion dans nos organisations. Mais avant de parler du travail de façon spécifique, des caractéristiques principales qu'on reconnaît rapidement dans les études, dans les portraits sur la génération X, ici on parle que ce sont des gens qui sont très enclins à rechercher une sécurité d'emploi, en fait une stabilité de vie. Et on commence à introduire ce qu'on appelle la qualité de vie aussi. Donc, ce sont des gens qui vont rechercher, bien sûr, au-delà du travail, mais surtout dans le travail, un sens, une identité. Donc, le travail est vraiment très central pour cette génération. Peut-être à cause du contexte dont on a parlé, où le travail était justement raréfié, où c'était difficile de se faire une place. Donc, quand on l'avait, cette place-là, on y tenait puis on travaillait pour la garder. On remarque aussi un intérêt marqué pour les médias, pour l'éducation. C'est une génération extrêmement curieuse, qui est très fonceuse, indépendante, qui veut avancer dans ses idées puis contribuer. Et donc, peut-être un peu pour ça, qui est grandement influencée par la génération Y. Elle aime la fougue de la nouvelle génération Y qui entre sur le marché du travail, même si des fois, peut-être ça dérange, mais elle se sent surtout inspirée de cette nouvelle génération. Au travail, donc, le X occupe souvent, comme j'ai dit tout à l'heure, un rôle actuel de gestion, donc, ou de direction même. Ce seraient des gens qui ont tendance à être quand même plus sceptiques face à la hiérarchie, donc qui commencent à être un peu plus souples au niveau des relations. Donc, surtout au Québec, on est très égalitaire dans nos relations avec la hiérarchie. Dans le Canada anglais, c'est un petit peu différent. On est encore un peu plus rigide. Mais ici, au Québec, on a vraiment senti un souffle avec la génération X où on démocratisait un peu cette relation avec notre supérieur. Ce sont des gens qui ont un esprit entrepreneur, très indépendant, comme j'ai dit, fonceurs. Ce sont j'allais dire ambitionneux, mais ils ont une grande ambition de réalisation, de succès. Ils valorisent également les communications directes, donc on aime avoir un message clair, que ce soit en personne, téléphone. Donc là, toutes les sources de communication ont commencé à faire leurs preuves avec la génération X. Ce sont des personnes qui auraient un grand besoin d'autonomie, de latitude décisionnelle, parce qu'ils veulent avoir un impact au travail. Rappelons-nous, l'identité est grandement rapprochée de qui je suis au travail. Alors, je dois pouvoir faire des décisions, être autonome. Et également, la qualité de vie dont je parlais tout à l'heure, c'est cette génération qui nous a initiés à ce qu'on appelle la conciliation travail-famille. Alors, merci. Et petit bémol, génération X, dans les études, certains relèveraient que ce serait la génération qui serait la moins satisfaite, la moins motivée. Donc peut-être qu'il a été écorché par un contexte du marché du travail qui était moins favorable. Et là, on peut comprendre peut-être où il y aurait moins de satisfaction ou en tout cas peut-être un léger goût d'amertume. Mais évidemment, ce sont de grandes généralisations. Cette génération aussi, tout ça, ça s'inscrit en fait dans une remise en question du modèle de travail. La génération X est arrivée à la suite des années 70, où il y a eu tous les chocs pétroliers, l'intensification de la concurrence internationale, la diversification de la demande. Donc, l'industrie avec la mondialisation a complètement changé, bouleversé ce qu'on connaissait avant du marché du travail.
les technologies d'information et communication ont commencé à se développer à une vitesse assez fulgurante. Ce qu'on connaissait il y a 10 ans, il y a 5 ans, à cette époque-là, c'était complètement réinventé, redéfini. Alors, les membres de la génération X, ce qu'on dit, c'est qu'ils seraient les pionniers de ce nouveau modèle de travail qu'on connaît encore aujourd'hui, qui continue d'évoluer évidemment, mais qui a apporté ces notions-là comme la conciliation, travail puis personnel. Expliqué par la coïncidence d'une période de vie particulièrement donc chargée, ils sont pris entre les responsabilités personnelles, professionnelles beaucoup. Donc c'est un peu une génération sandwich en ce moment qui a à prendre soin des enfants, des parents, qui sont drôlement là, pris un peu là-dedans, surtout les plus jeunes de cette génération. Mais comme j'ai dit, c'est la génération la moins étudiée, donc c'est dommage. Je pense que dans les prochaines années, on va gagner à comprendre un peu plus quelles sont leurs attentes au niveau du marché du travail. Alors voilà pour la génération X. Comme je l'ai mentionné pour la génération précédente, n'hésitez pas à me faire part, là, de vos commentaires pour celle-ci. On continue avec la génération Y. Alors, celle-ci est née entre les années 80 jusqu'à 94-95. Les études ne s'entendent pas toutes. Ce sont des gens donc qui sont âgés entre 26 et 40 ans. Ici, ce qu'on leur reconnaît comme caractéristique principale, c'est évidemment leur niveau élevé de scolarisation. Ce sont des personnes qui ont eu accès rapidement à l'information, à la technologie. Ils ont grandi avec cet accès aux téléphones cellulaires, aux ordinateurs à la maison, chose qu'on ne voyait pas avant. Alors, le rapport au temps, il est instantané. Je veux quelque chose, je peux l'avoir. Et ça change vraiment une attitude aussi au travail. Ça change dans le sens qu'on veut être indépendant. Je suis capable d'obtenir l'information ou la ressource, mais je veux le faire par moi-même. Alors, l'autonomie, la maturité, ce sont des gens qui ont appris à être débrouillards puis à trouver les informations eux-mêmes. Ils ont quand même une forte capacité à travailler en équipe. Donc, à l'école, il y a eu comme un revirement de philosophie, puis on a vraiment accentué pour que les gens puissent travailler en équipe, développer leurs compétences. Et avec ça, l'importance de la famille, des amis, les loisirs. Avec la génération Y, ce qu'on entendait par conciliation travail-famille est devenu conciliation travail-vie personnelle. Parce que soudainement, le concept de famille était un peu plus éclaté. Ce sont souvent des enfants qui ont grandi dans des familles qui ont été séparées, qui ont été changées, mélangées, qui se chevauchaient. Donc, la notion de famille, d'entourage social est drôlement important pour cette génération-là ici. Ça s'inscrit dans un contexte ici aussi de grande éducation. Donc, on a poussé la génération Y à aller sur les bancs d'école. Ça fait en sorte qu'ils sont restés plus longtemps chez les parents. Donc, la fameuse expression du Tanguy qui a peut-être 28, 29 ans aujourd'hui, mais n'a jamais été encore en appartement seul. C'est la nouvelle réalité parce que ils sont plus conscients aussi des impacts financiers, probablement de rester aux études longtemps, de vouloir mettre un peu d'argent de côté pour avoir cette autonomie qui est si importante pour eux, acheter une maison ou avoir un domicile à eux. Ils parlent souvent 2 ou 3 langues aussi, ça c'est très caractéristique de ces gens-là, ils sont extrêmement ouverts aux autres, donc comme j'ai dit, ils ont appris à travailler en équipe. Ils veulent un travail qui est épanouissant. Donc là, on ne travaille plus que pour démontrer, faire agrandir l'organisation, satisfaire le supérieur, mais on veut aussi que ce travail-là nous permette de nous développer personnellement. Alors ça, c'est comme une nouvelle attente qui vient un peu entrechoquer peut-être avec les générations précédentes. On peut lire aussi, par contre, que les études qui ont documenté la génération Y, ce qu'on parle, c'est qu'environ 20% de cette génération-là qui n'est pas très scolarisée. Puis les études et le portrait que je vous montre là, moi, c'est davantage porté sur ce qu'on a été capable de documenter avec la portion de cette génération qui est évidemment scolarisée. Parce que les études sont souvent réalisées, en fait, avec les étudiants d'université. Donc, je voulais juste vous amener un petit bémol au niveau de l'échantillon, la représentativité des prochaines informations, à savoir, ça représente ceux qui ont eu accès à ce niveau élevé de scolarisation, justement. On en connaît un petit peu moins sur ceux qui ont moins eu accès
à cette scolarisation. Alors, juste un petit bémol à apporter à notre bulle d'esprit critique là, que je vous ai partagé un petit peu plus tôt. Alors, les Y font partie dans les pays occidentaux de la génération la plus importante après celle des baby boomers, là, évidemment. Les chiffres sont pas toujours comparables d'un pays à l'autre, mais ici, on parle que au Canada, la génération Y représente environ 28% de la population. En France puis aux États-Unis, on parle environ 21%. Donc, on voit au Québec qu'il y a vraiment eu un essor avec la génération Y. Alors, qui est-il au travail, ce fameux Y? En fait, ce qu'on sait, c'est que c'est la génération qui est la plus étudiée. Et pourquoi? Parce que c'est celle qui a un impact actuel le plus significatif au travail. Donc, c'est la plus large génération à faire partie là, donc de notre marché. On parle que d'ici 2025, même le 3/4 de la main-d'œuvre au Québec va faire partie de la génération Y. Plus récemment, avec la pandémie, là, vous aurez deviné que comme ce sont peut-être des gens qui occupent des postes plus jeunes, un peu moins expérimentés, ben ils ont écopé. On a vu un certain recul dans les statistiques de la génération Y au travail. Plusieurs ont perdu leur emploi et là se retrouvent dans ce devoir de se réorienter dans leur carrière ou de trouver un nouvel employeur. Alors, ça, c'est vraiment les dernières données plus récentes qu'on a pour cette génération au travail. Alors, ce qu'on remarque, c'est que la structure hiérarchique pour le Y, elle est devenue vraiment souple. Elle s'est aplatie. On aime le partage d'idées, on aime participer, être impliqué dans les échanges, même si on n'est pas expert du sujet, on aime faire partie des discussions. On a besoin de changements fréquents, donc d'emploi notamment, comme j'ai inscrit entre parenthèses. Donc, ce sont des gens qui vont carburer au défi, qui vont aimer vraiment reconnaître qu'il y a un défi, qui peuvent élever leurs compétences, se développer finalement. Il y a un grand accent sur la qualité des relations. Donc ici, pour le Y, il n'y a pas seulement en termes de rôle, de fonction au travail que c'est important d'être reconnu, mais aussi comme personne. La confiance dont je vous parlais, c'est extrêmement important. On veut savoir que nos collègues nous aiment, nous apprécient, que notre patron voit ce qu'on fait, comment on travaille, puis qu'on est reconnu dans la qualité de ce qu'on est capable de transmettre aussi. On aime la rétroaction constante, immédiate. On a grandi dans un monde très changeant, donc on a besoin d'avoir de l'information de façon fréquente sur comment est-ce qu'on agit, comment est-ce qu'on contribue à l'organisation et si ça correspond aux attentes. De là, un besoin d'encadrement, de structure. Donc, autant on aime la liberté qu'on a besoin de savoir où on s'en va avec cette liberté-là. Besoin de responsabilité, ce sont des gens qui ont soif d'avoir plus de responsabilités, d'être promus. Pas nécessairement pour le salaire, mais pour la qualité du développement, du défi que ça va apporter. Donc, le développement, vous l'aurez deviné, est très important et ce, tant au niveau professionnel que personnel. Parce que pour le Y, le travail, c'est central, mais ça ne définit pas qui il est, autant que peut-être d'autres générations, ça a pu l'être. Ce sont des gens qui sont perçus comme étant avides de comprendre, avides de connaître un peu tout à droite, à gauche. Donc, on a fait un exit, la spécialisation, puis on aime en savoir un peu sur tout pour pouvoir se débrouiller, puis coopérer, pouvoir collaborer. On aime donner un sens à notre travail. Donc, actuellement, ça a été un aspect assez écorché, c'est-à-dire que quand on se retrouve chez soi avec 2-3 enfants à s'occuper, un conjointe avec qui on partage un bureau ou même la table de cuisine, ben c'est particulier là de trouver le sens de ce qui se passe en ce moment. Donc, on a besoin de réfléchir, on a besoin de ressentir encore plus cette collaboration les uns les autres pour pouvoir avancer, pour pouvoir sentir on connaît la direction dans laquelle on s'en va. Alors, pour les jeunes de la génération Y, ils sont motivés par le travail en équipe. Donc, la plupart aiment pouvoir se valider, demander, échanger des informations avec leurs collègues, leurs supérieurs. Et d'ailleurs, ils s'attendent à parler à leurs supérieurs fréquemment. Il y a des études qui démontrent même qu'un jeune Y s'attend à parler tous les jours à son supérieur, si c'est pas même 2-3 fois par jour. Donc, ça demande des gestionnaires qui sont extrêmement disponibles.
Pour un Y, on doit voir et on doit entendre son patron, son supérieur, ses collègues. C'est important, les relations au travail. C'est ça qui donne un sens, finalement. Ce qui peut des fois gêner un peu d'autres générations, c'est ce besoin d'encouragement, ce besoin d'encadrement, d'approbation, de validation. Les plus jeunes générations ont tendance à être un peu plus anxieuses, à avoir besoin de se valider. Après, bon, il y a l'effet d'âge, évidemment, dans tout ça. Moins d'expérience de travail, moins d'expérience de vie. Donc, le feedback de l'autre, le regard de l'autre est extrêmement important. On a grandi dans des plus petites familles, des familles plus éclatées. Le rôle des amis est d'autant plus important pour se définir comme personne, mais les collègues aussi, parce que ce sont ceux avec qui on va passer le plus de temps dans notre vie, à part, là, évidemment, le cercle très proche. Donc, c'est pour ça que la qualité des relations est d'autant plus importante, d'autant plus significative pour cette génération-là ici. C'est une génération qui a amené ce qu'on appelle le droit à l'erreur un peu plus, hein? L'innovation, la créativité. On ose sortir des sentiers battus, mais évidemment, les plus jeunes générations ont poussé ça encore plus loin, comme on va le voir prochainement. Alors voilà pour la génération Y. Vous pourrez trouver des centaines d'articles sur Internet. C'est vraiment la génération qui a été la plus documentée. Donc, n'hésitez pas à poursuivre vos recherches pour mieux comprendre cette génération. Alors, on passe maintenant à cette dernière génération qui sont nos plus jeunes, finalement, dans les organisations, les Z. Alors, en ce moment, ils ont entre 10 et 25 ans, donc ce sont vraiment nos jeunes recrues ou encore sur les bancs d'école. Alors, les caractéristiques qu'on leur reconnaît davantage, c'est cette notion d'instantanéité. Ils veulent tout de suite parce qu'ils sont nés avec tout au bout des doigts, finalement, n'est-ce pas? La notion d'émotion, d'estime de soi, de qui je suis, le regard de l'autre, encore une fois, est très important. Et puis, il y a des études qui démontrent aussi de plus en plus que c'est une jeune génération qui a tendance à être très susceptible à l'anxiété, justement à des troubles d'estime de soi. Donc, c'est important d'être vraiment, d'avoir une approche très bienveillante avec ces personnes-là, de vraiment mettre au centre de la relation cette confiance dont on parlait. Ce sont des jeunes qui ont un esprit entrepreneur. D'ailleurs, je pense que la statistique, c'était que 1 sur 2 souhaitait avoir sa propre entreprise là, dans les dernières études qui ont été faites. Donc, c'est une proportion énorme de gens qui veut définir son identité professionnelle, qui veut faire preuve de créativité sans limite, d'innovation. Puis c'est pas une surprise parce que le contexte dans lequel ils sont nés, c'est qu'ils avaient tous les outils numériques à leur portée et ils avaient pour la plupart plus de ressources que leurs parents. Hein, et même leurs grands-parents. Donc, l'information, elle est là rapidement et j'ai les moyens aussi de pouvoir aller la chercher. Alors, il y a cette maîtrise-là des outils numériques qui est extrêmement bénéfique là, finalement pour les organisations. Il y a aussi une grande conscience, une éducation financière. Donc, rappelez-vous, 95-2010, la plupart vont, les plus vieux de cette génération-là vont avoir vécu, par exemple, là, toutes les crises financières, celle de 2008 un peu plus récemment, mais ils ont grandi avec cette réalité où on est endetté quand on fait des études, ou l'achat d'une première propriété. On sait que c'est difficile, ça demande un engagement au niveau de sa gestion financière. Donc, on parle plus d'argent avec cette génération-là que nous, nos parents autrefois. Et ce n'est pas une surprise probablement pour vous, mais les valeurs environnementales, les valeurs de tolérance culturelle sont primordiales. Donc, il y a vraiment une grande curiosité, une grande ouverture d'esprit de ces jeunes-là qui ont beaucoup voyagé pour la plupart, ou en tout cas qui commencent à voyager quand ce sera permis de le faire, bien sûr. Mais on a vraiment cette fascination pour l'autre, pour ce qui est différent. Et comme on est entrepreneur, ben on aime le défi de ce que c'est que d'apprendre, que de se tromper, que de faire des erreurs. C'est pas quelque chose qui nous dérange. Par contre, on veut à tout prix garder notre dignité, notre estime de soi. Et puis ça, c'est plus sensible. Alors, il y a comme un drôle de paradoxe chez cette génération qui est très tournée vers l'autre, mais en même temps très introvertie, très individualiste d'ailleurs, plus encore que la génération Y.
Donc, le qui je suis et pourquoi je vis, là, tu sais, qui est presque philosophique, c'est vraiment partie intrinsèque de ces jeunes-là aujourd'hui. Ils sont évidemment toujours connectés au numérique, donc toujours le cellulaire, puis aujourd'hui, ils ont des applications qu'on n'est pas capable de suivre, le vous et moi, parce qu'ils sont très créatifs. Ils sont facilement au courant de tout ce qui se passe, que ce soit les actualités, le développement des technologies, les connaissances, l'éducation, le développement des compétences. Aujourd'hui, tout devient possible et accessible en ligne par des cours, etc. Donc, il y a vraiment cette démocratisation de la connaissance et la génération Z est experte pour pouvoir aller soutirer cette connaissance-là. Ce sont des gens très soucieux, on peut s'en étonner, mais très soucieux de la stabilité de leur carrière. Parfois, les jeunes générations, on se dit qu'ils sont pas loyaux, qu'ils ont tendance à beaucoup changer. Mais chez la génération Z, parce qu'elle est préoccupée de ses finances, parce qu'elle est préoccupée d'avoir une certaine sécurité pour définir qui elle est, va aimer pouvoir compter sur un employeur qui va lui permettre cette fidélité, qui va lui permettre un environnement où elle va pouvoir évoluer à travers les années. Donc ça peut être surprenant quand même. Ils ont quand même peu de perspectives à long terme, donc ils sont nés, rappelons-nous, dans un monde tellement changeant où il y a eu les attentats en 2011. En 2001, il y a eu donc la crise financière de 2008 et là, ils ont grandi dans ce qui est la crise actuelle du COVID. Donc, toutes ces crises sociales qui amènent toujours un contexte d'incertitude, ben, pour eux, ça fait partie de la réalité. Ils sont nés là-dedans. Actuellement, ils font l'école à la maison avec des parents qui savent pas trop gérer ça non plus. Donc, vous voyez toute la quantité d'incertitudes dans lesquelles ils grandissent. Donc, pour eux, voir trop à long terme, c'est angoissant. Donc, on est concentré à savoir aujourd'hui, cette année, quel est mon objectif. Et c'est un peu comme ça qu'on doit réfléchir avec les jeunes générations. Ici, aujourd'hui, quelles sont nos attentes? Qu'est-ce qu'on attend d'eux? Comment est-ce qu'on souhaite qu'ils contribuent? Et ça doit être clair. Finalement, difficulté d'attention, on démontre quand même que les dernières générations, probablement, bon, parce qu'il y a les outils numériques un peu partout, mais la distraction est tellement facile. Puis, en fait, toutes les générations, on le vit actuellement à quel point c'est difficile, cette notion d'équilibre entre le travail, la famille, les amis, les loisirs, etc. Puis encore plus quand on a des outils technologiques qui nous distraient de façon là, ponctuelle dans nos journées. Donc, on voit par exemple chez les plus jeunes générations, vraiment le niveau de concentration a été affecté. Donc, le cerveau a plus de tendance à se concentrer en très courtes périodes, de façon très intense par contre. Donc, le travail est vraiment de qualité et ce sont des perfectionnistes, mais sur de plus courtes périodes. Alors ça va nous demander, nous comme gestionnaires, de leur donner souvent du feedback pour qu'ils continuent d'être sur la bonne voie, de leur donner vraiment des tâches qui sont bien définies, puis s'assurer que leur environnement leur assure les ressources, mais sans tomber dans le micromanagement, parce que ce sont des entrepreneurs, ils veulent définir leur travail, ils veulent avoir un mot à dire, donc on doit valoriser ce qu'ils commencent à apprendre, mais évidemment, ils ont peu d'expérience, donc on doit vraiment être comme un modèle, un mentor pour ces jeunes-là. Au travail, le Z, donc j'en ai mentionné un petit peu, plus d'encadrement, de rétroaction. Les Z veulent travailler dans un environnement qui est cool, où là, les gens sont charismatiques, où on s'habille un peu n'importe comment, un peu flashy. Tu sais, exit les codes sociaux qu'on connaît, un peu plus traditionnels. Le Z, lui, ça le dérange pas. C'est pas ça qui définit sa relation à l'autre. Donc, que ce soit même des aspects du vouvoiement, tous ces petits codes de courtoisie, ben le Z a tendance à vouloir s'en libérer. Mais ça peut créer des petites frictions pour une personne pour qui c'est important. Il est attiré par l'innovation, par le changement, motivé par les relations. Et d'ailleurs, ce qu'on dit, c'est qu'un Z travaille avec ses collègues, pas pour son patron. Donc, il veut faire partie de ce qu'on dit la gang. Il veut faire partie d'une équipe. Mais il recherche un professionnalisme. Donc, c'est une personne qui veut
quand même dévoiler une image qui est professionnelle, qui est sérieuse, qui fait bien son travail. On se rappelle, ce sont des gens un peu plus anxieux, donc le regard de l'autre est important. Et ils ont un grand sens de l'équité, la justice. Si ils ont une perception qu'il y a des choses qui sont pas justes, qui sont pas équitables dans les relations de travail, on va les perdre, ces gens-là, on va les perdre, ces jeunes-là, parce que ça brise le contrat psychologique qu'ils ont avec l'employeur. Alors ça, c'est très important. Ça peut susciter des réactions là, pour cette jeune génération. On dit que leur réussite, eux, c'est par l'action, par le risque. Quand on est entrepreneur, on ose prendre des risques, on aime ça, on veut se développer, se donner des défis. Alors, ce sont vraiment des gens qui vont nous pousser à innover, à penser à des nouvelles idées qu'on n'avait peut-être jamais vraiment réfléchies, qui vont parfois, avec beaucoup d'inconfort, nous faire sortir un peu de nos habitudes, mais ça amène nos organisations ailleurs. Ils sont là pour brasser un peu les codes conventionnels, nos normes. Et puis, ça passe par tous les aspects, comme j'ai mentionné, le code vestimentaire, la façon dont on discute l'un l'autre, dont on se salue. Donc, toutes les mœurs culturelles aussi sont appelées à vraiment se dynamiser. Alors, tout ça vraiment amène une belle couleur, mais ce sont des jeunes qui ont besoin d'encadrement, évidemment, comme tout jeune qui commence sa carrière. Alors, un beau défi pour un gestionnaire. J'ai hâte de voir vos réactions. On continue ici avec cette drôle de diapositive parce que je me suis dit, ouf, là, je viens de vous donner vraiment beaucoup d'informations. Ce que je vous propose, c'est qu'on prenne un petit 5 minutes de pause. Je vais laisser la présentation ouverte, donc restez là. Simplement fermer peut-être micro ou caméra. Je suggère que, comme on vient d'absorber une grande quantité d'informations, on va aller se dégourdir les jambes un petit 5 minutes, aller vous refaire un café. Puis, je suggère qu'on se retrouve à 11h, 11h05 plutôt. Alors, une bonne pause à tous, puis on se retrouve tout de suite. Alors, nous voilà de retour. J'espère que la petite pause vous a fait du bien. Alors, comme vous avez vu, les générations, c'est assez complexe. Ça provient, comme on l'a dit tout au départ, de ce contexte en fait dans lequel tout le monde nous avons grandi, que ce soit au niveau économique, social, tous les mouvements. De plus en plus, on parle là, de cette mondialisation de l'information. Donc, les jeunes générations qui sont vraiment soumises à ce flot d'informations. Ça aussi, ça va affecter et ça affecte déjà nos organisations de travail autant que notre vie personnelle puis la façon dont on interagit. Alors, j'ai mis cette image un peu rigolote parce que je me suis dit, ouf, à ce moment-ci, Fanny, ils vont probablement se dire, il y a beaucoup d'informations. Alors, on est un peu en train de vivre, même dans les derniers mois, ce que c'est d'avoir de l'information constamment en changement. Alors, je me suis dit, bon, cette petite pause va faire du bien avant de continuer à parler un peu de concrètement comment est-ce qu'on fait pour pouvoir concilier ces générations au travail pour pouvoir vraiment favoriser une collaboration des plus positives dans un contexte où on est en télétravail, où on est en déconfinement progressif ou peut-être même complet dans vos organisations, tout dépendamment. Donc, chez mes clients, j'ai vu toutes sortes de situations. Donc, mon but aujourd'hui, c'est de vous donner des grandes recettes un peu générales que vous allez pouvoir ensuite adapter à chacune de vos réalités. Parce que d'être trop spécifique, je pense que cela vous donnera des grandes idées, mais j'espère aller dans le plus concret en fait. Alors ici, ce que je vais vous inviter à conscientiser en fait, c'est qu'il y a certaines constantes qui peu importe de quelle génération on fait partie, vont influencer nos attitudes, nos comportements au travail. Et je veux vous parler plus précisément de deux aspects. D'abord, il y a ce qu'on appelle les besoins fondamentaux de l'humain.
il y a 3 besoins fondamentaux chez tous les êtres humains. C'est universel. Je ne sais pas si certains d'entre vous les connaissent. On parle ici du besoin de compétence, du besoin d'autonomie et du besoin d'affiliation sociale. Alors, tout ça est basé sur la théorie d'autodétermination de Deci et Ryan, qui nous amène à réfléchir au fait que vous et moi, quand on arrive au travail, on a besoin de sentir qu'on est là pour une raison, qu'on est là pour contribuer. Donc, on est engagé pour une compétence. On sait ce qu'on attend de nous. On a les ressources également pour faire preuve de cette compétence-là. On est capable de faire le travail qui nous est demandé. Donc ça, c'est notre besoin de compétence, de sentir qu'à la fin de la journée, on a été efficace, on a été productif et on a contribué. Donc ça, l'être humain au travail a besoin de cette compétence-là. On a aussi le besoin d'autonomie. Donc ça ici, c'est la fonction de pour mon travail, est-ce qu'on me donne la latitude décisionnelle pour que je puisse faire mes choix? Est-ce que j'ai une influence sur le cours des décisions? Et ça, on le voit, cette autonomie-là ou ce désir d'autonomie, il est très grand chez les plus jeunes générations, mais on l'a tous. On a tous besoin, comme être humain, d'avoir un libre pensée, d'avoir une liberté d'action aussi. Donc, c'est vraiment au niveau de cette autonomie, est-ce qu'on me reconnaît la capacité, mais au-delà, est-ce qu'on me donne le droit ou la flexibilité de prendre les décisions pour mon travail? Et enfin, on parle de l'affiliation sociale. Donc, l'humain est un mammifère social, on a besoin les uns des autres. Et ça, pourquoi j'ai mis une image d'un cerveau humain, c'est qu'on est programmé. Dans notre cerveau, on est des êtres sociaux. Fondamentalement, on a besoin des autres pour survivre. Donc, notre cerveau n'a pas tellement changé depuis les derniers milliers d'années. On est encore dans ce mode-là où on chasse le mammouth en tribu et on essaie de se sauver des lions, des ours, mais on a besoin les uns des autres pour ça. Un être humain seul dans la nature ne survit pas. Et notre cerveau, nos fonctions limbiques, sont toujours programmés de cette façon-là. Alors, on veut éviter à tout prix le rejet des autres. Puis ça, des fois, c'est difficile. On se dit, ben, c'est un beau principe, mais réellement, observez dans vos relations, quand une personne se sent rejetée ou mise de côté, toute la proportion de l'effet que ça a dans nos relations, nos collaborations. C'est là aussi où se joue parfois des jeux politiques, c'est-à-dire d'écarter des gens de certaines informations. Donc, on voit jusqu'où ça peut aller, même stratégiquement, de négocier ce besoin-là ou de faire en sorte qu'il soit satisfait ou pas. Mais fondamentalement, ce que je veux vous partager surtout, c'est ce besoin d'affiliation, de faire partie de contribuer. Et ça, on l'a tous. On a tous besoin d'avoir un cercle. Certains aiment avoir un cercle d'amis au travail, d'autres un peu moins, mais on a quand même besoin de sentir qu'on fait partie de l'équipe. Surtout si on est une petite équipe, ce sera vraiment dommage si on a l'impression que les autres ne nous font pas confiance, qu'ils ne nous laissent pas contribuer comme on pourrait. Et ça, donc, je voulais vous les partager parce que quand on analyse la relation qu'on a avec nos employés ou que même les employés un envers l'autre, et qu'on se pose la question, est-ce que les gens ici se sentent compétents? Puis est-ce qu'on leur reconnaît leurs compétences spécifiques? Parce que rappelons-nous, dans la collaboration, de reconnaître le champ de compétences de l'un et l'autre, c'est fondamental. Okay? Parfois, on engage des employés, on engage des gens, mais on leur donne pas suffisamment de responsabilités ou on a tendance à faire du micromanagement. Et ça, c'est dommage parce que c'est comme si on est en train de leur dire qu'on leur fait pas confiance nécessairement. Alors ici, le moyen, c'est de vous assurer de faire des suivis qui sont adéquats, de déterminer ce sur quoi les gens travaillent et de leur laisser la liberté du comment. Comment ils vont réaliser ce travail-là. Et vous, votre travail, c'est de leur offrir le soutien et les ressources pour qu'ils puissent y arriver. Donc, c'est ce qu'on entend par mobiliser. Maintenant, quand on parle du besoin d'autonomie, demandez-vous en ce moment, à la maison, au bureau, quel genre d'autonomie jouissent vos employés? Est-ce qu'ils sentent qu'ils ont suffisamment la latitude pour prendre des décisions? Qu'est-ce qui pourrait être clarifié dans leur rôle, dans leurs responsabilités? Donc,
on sait, l'être humain n'aime pas cette ambiguïté-là de savoir qu'est-ce qu'on attend de moi, qu'est-ce que je dois faire, puis si je le fais pas, qu'est-ce qui va arriver? Il y a ça aussi. Donc, on veut à tout prix limiter l'anxiété, limiter la réflexion par rapport à ça. Et l'affiliation sociale, parfois comme gestionnaire, j'entends, mais c'est pas mon rôle de faire en sorte que mon employé s'entende avec les autres ou qu'il se fasse des amis. J'en conviens. Par contre, le climat de travail, ça, c'est teinté par la qualité des relations de vos employés et ça a un impact sur le fonctionnement d'une organisation. Et puis, on sait, le gestionnaire a une grande proportion de temps qui doit être investi pour la gestion des conflits, gestion des mésententes au travail ou des écarts de conduite. Donc, si on ne gère pas ou on n'a pas une attention pour ces relations-là finissent par nous trouver parce qu'il y a eu des malentendus, parce qu'il y a eu des écarts. Alors, on est mieux de s'en préoccuper, de garder un œil ouvert, une certaine vigie au niveau de est-ce que les gens entre eux se font confiance? Est-ce qu'ils partagent les informations? S'ils font une erreur, est-ce qu'ils vont être capables de se le dire? Si ils ont dit quelque chose ou fait quelque chose de blessant aussi. Tu sais, quand on parle d'harcèlement psychologique au travail, quand on parle d'écart de conduite, est-ce que les gens ensemble sont capables de se faire des rétroactions constructives? Donc ça, peu importe la génération dont on fait partie, ce sont des petites pratiques là, que je vous nomme qui peuvent vraiment venir répondre à des besoins universels. Et l'autre modèle que je souhaitais vous communiquer, ce sont les modes de communication. En fait, notre cerveau, et là je reviens à l'image de la diapositive, notre cerveau a deux modes principaux, c'est-à-dire soit qu'on perçoit l'autre comme une menace, ou soit qu'on perçoit l'autre comme quelqu'un de bénéfique avec qui on est en sécurité, avec qui on peut être en confiance finalement. Et c'est intéressant, je trouve, sous cette loupe des neurosciences, d'étudier avec nos employés, nos collaborateurs, en ce moment-là, quel mode est activé chez mon collaborateur? Est-ce qu'il est un petit peu plus méfiant? Est-ce qu'il est en train d'analyser tout ce que je dis et essayer de voir quelles répercussions ça a sur lui? Est-ce qu'il est préoccupé, anxieux? Ou j'ai plutôt quelqu'un d'intéressé, vraiment intrinsèquement ouvert d'esprit, ouvert à mes idées, qui est prêt à négocier, qui est prêt à faire des compromis, par exemple, ou qui est prêt à recevoir un feedback. Donc, en ce moment, ça, c'est difficile à cerner, hein, parce qu'on a moins l'accès au non-verbal des gens. Et puis ça, moi, je vous encourage. Quand vous avez des rencontres virtuelles, si vous avez même des rencontres au téléphone, mais essayez autant que possible de vous voir, de vous regarder. Puis je sais que c'est un peu malaisant au début, on est un peu gênés, surtout ceux qui, à la maison, ont peut-être pas un espace bureau tout à fait adéquat ou en tout cas à la hauteur de leurs attentes, mais ça facilite vraiment les échanges. Il faut se voir comme être humain, il faut que nos yeux puissent se regarder, s'analyser, comme lorsqu'on est en personne. Et puis, je vous partage un autre élément aussi. Face à un écran, il y a une perte d'énergie qu'il n'y a pas quand on est en personne aussi. Donc, limiter les rencontres à certaines durées, prendre des pauses plus souvent, ce genre de choses-là va faire en sorte que la personne va être plus ouverte à votre esprit, donc dans ce mode de collaboration. Alors, n'oubliez pas, lorsque vous dialoguez avec un employé, un collaborateur, ayez toujours une attention particulière à savoir, en ce moment, l'autre personne, est-ce qu'elle est plus méfiante? Est-ce qu'elle est plus en mode doute ou menace? Ou elle est vraiment dans ce mode d'ouverture? Parce qu'on veut maintenir cette ouverture-là. C'est ce qui va créer la valeur de la relation. C'est ce qui va créer la bonne entente. Versus l'autre où on va tomber en négociation ou en coercition, comme on a vu un petit peu plus tôt. Alors voilà pour les deux grands modèles qui sont des constantes, peu importe de quelle génération on fait partie. N'oublions pas qu'il y a ça comme trame de fond. Tout ça est dans notre cerveau, tout ça continue d'évoluer, mais quand même depuis des millénaires, on reconnaît que notre cerveau a toujours ses fonctions de voir le risque, de voir le danger beaucoup plus rapidement, de le détecter chez l'autre et surtout le rejet. Et c'est pour ça qu'au début, je vous parlais de l'importance de la confiance. Parce que ça, c'est la solution qui va venir
calmer cette peur du rejet, calmer cette anxiété que beaucoup peuvent percevoir au travail pour toutes sortes de raisons. Alors voilà, j'espère que ça fait du sens. N'hésitez pas si vous avez des questions sur ces modèles-là à me les partager là, sur le chat. Je vais pouvoir y répondre puis vous revenir là, dans les prochaines semaines. Évidemment, c'est important pour moi de vous amener toute l'information. Ici, ce que je souhaite vous partager, ce sont les règles de la coopération. Donc, là, c'est bien beau de parler de collaboration, de confiance, mais pratico-pratique, là, on fait comment pour s'assurer que avec nos collaborateurs, nos employés, on mette en place cette coopération qui est positive. Ici, je vous partage les 5 règles de la coopération. C'est Saint-Arnaud. J'ai oublié de le mentionner dans la diapositive, mais ce sont les règles de coopération de Saint-Arnaud qui est bien connu. Puis moi, à l'Université de Sherbrooke, a vraiment influencé comment on collabore avec nos clients. La première règle, c'est celle du partenariat. Ici, on cherche en fait à reconnaître en l'autre une contribution possible. On veut désigner un objectif commun et on sait qu'ensemble, on va y arriver. Et ça, c'est important, par exemple, très concret, dans une réunion. Les gens qui sont invités dans la réunion, est-ce qu'ils ont vraiment tous une place? Est-ce que c'est important qu'ils soient là? Et est-ce qu'ils savent pourquoi ils doivent être présents? Alors, exit les réunions où on invite les gens juste parce qu'ils doivent être consultés ou juste parce qu'ils doivent entendre une information. Essayons de maintenir ces canaux-là où vraiment les personnes les plus essentielles à cette coopération sont présentes pour protéger cette coopération. Alors ça, c'est très important. La deuxième règle, c'est la concertation. Donc ici, on va déterminer sous quel processus on va collaborer ensemble. On va structurer notre collaboration. Donc, qui fait quoi? Quelles sont nos attentes les uns envers les autres? Concrètement, combien de réunions on va faire? Quand est-ce qu'on va se voir? Comment est-ce qu'on communique ensemble? Est-ce qu'on préfère les courriels? Est-ce qu'on préfère utiliser un intranet? Est-ce qu'on préfère les textos? Donc, ici, on va valider les préférences de chacun. Et ça, au travail, cette notion-là, surtout de connectivité, d'avoir accès à ses courriels tout le temps, ses textos, c'est vraiment important. Souvent, ce sont des normes ou des choses dont on ne parle pas. C'est important en discussion, en comité de direction, en CA, d'être vraiment au fait de savoir qui est confortable à ce qu'on utilise le texto ou l'appel direct, etc. Pour s'assurer que chacun, quand on arrive, on est dans un mode de collaboration, puis on a envie surtout de contribuer. Donc, la concertation, en gros, c'est qu'on se donne les règles du jeu. L'alternance, maintenant, c'est changer de canal de communication. Ici, qu'est-ce que je veux dire? C'est que quand je suis en collaboration, si par exemple, j'ai 5 collègues autour de la table avec moi, bien, je vais m'assurer que pendant peut-être notre 60 minutes de rencontre, je ne sois pas la seule à parler. Je ne sois pas la seule à jouer l'avocat du diable. Je ne sois pas la seule qui, par exemple, a une fonction spécifique. Donc, on va alterner. On veut s'assurer que, autant au niveau de la relation, ça se passe bien, qu'au niveau de l'échange d'informations aussi. Donc, quand on est avec l'autre et qu'on veut collaborer, on s'assure qu'à plusieurs niveaux en ce moment, on a des feux verts. C'est-à-dire que ça va bien. On peut continuer. Je vois chez l'autre des signes qui est intéressé, qui est attentif, puis qu'en ce moment, il se sent compétent, puis il est reconnu. Et ça, c'est beaucoup dans cette espèce de ressenti quand on est l'un avec l'autre, d'être à l'écoute, d'alterner entre ces modes-là où on est très actif dans la discussion, où on est peut-être plus en mode observation, on reconnaît l'autre, puis on lui laisse place aussi. En quatrième, il y a la non-ingérence. Ici, c'est de reconnaître ses limites, d'exclure toute ingérence. Puis j'aime beaucoup parce que Saint-Arnaud propose la citation suivante, c'est de prendre sa place, toute sa place, mais rien que sa place. Donc, on ne s'ingère pas dans les décisions d'un autre. Si on sait qu'une décision qui va impacter quelqu'un d'autre, on s'assure de la mettre au courant, on s'assure de lui demander « Écoute, qu'est-ce que tu en penses? Il y a ça qui a été proposé comme projet, comme décision. On sait que ça va pouvoir avoir des répercussions pour toi ou tes équipes. Qu'est-ce que tu en penses? Comment ça te fait réagir? » Donc, oser poser la question
pour reconnaître la compétence de l'autre, pour reconnaître son champ d'expertise, et puis éviter autant que possible, comme on dit, de piler sur les orteils, sur les pieds de nos collègues, parce que ça va peut-être créer une fracture au niveau de la relation, au niveau de la confiance surtout. Et enfin, il y a la responsabilisation. Donc ici, c'est vraiment de s'assurer, comme on a les bonnes personnes autour de nous, que chacun utilise la place qu'il a. Éviter, par exemple, quand on est gestionnaire, de prendre tous les rôles dans une réunion, d'être l'animateur, de prendre les notes, de gérer le temps. Même normalement, dans les bonnes pratiques, quand on est gestionnaire, on laisse à quelqu'un d'autre ce rôle d'animer notre réunion. Pour nous, être très focus sur qu'est-ce qui est en train de se dire. Est-ce que c'est les bons messages qui sont en train d'être retenus? Est-ce que je comprends la vision en ce moment des gens autour de la table? Donc, laisser aux autres cette chance de définir comment eux veulent contribuer, ça va générer un engagement vraiment exceptionnel et c'est ce qui va faire en sorte de contribuer aux 3 besoins qu'on a vus précédemment. Donc, de se sentir compétent, de se sentir autonome et de sentir qu'on appartient à un groupe. Ça semble être des bons principes, mais j'espère vous avoir, avec les petits exemples au niveau de la réunion ou de la rencontre, vraiment indiquer comment ça peut devenir super concret. Alors ça, c'est les grands principes qui formulent nos grandes constantes. Peu importe de quelle génération on fait partie, ça va peut-être se contextualiser différemment, mais ça fonctionne. Comme être humain, on a besoin de se donner ces règles-là pour bien collaborer. Alors, c'est comme une recette. Une fois qu'on sait de quel ingrédient on a besoin, en quelle quantité, on sait que la recette va fonctionner. Mais après, chacun a ses goûts, chacun va pouvoir y ajouter peut-être un petit ingrédient secret, mais ce sont des règles qui fonctionnent. Alors, voilà. Et tout ça, toutes ces règles de concertation vont nous amener à créer une culture collaborative. La collaboration à distance, je sais pas vous, mais c'est quand même tout un défi. Je l'ai vu chez beaucoup de clients. Donc, cette perte de contact direct avec l'autre, c'est là qu'on voit tout ce qui se passe, même quand on se croise dans les corridors, même quand on s'appelle, on s'envoie des petits courriels, mais on se croise. Il y a vraiment quelque chose de riche qui se passe. À distance, c'est un défi. Ici, ce que je vous recommande de faire, c'est de vous assurer de parler au moins une fois par semaine, si ce n'est pas même plusieurs fois, à tous les membres de votre équipe directe. Si vous avez des rencontres prévues, faites en sorte de faire des rappels pour que les gens se souviennent. En ce moment, on a la tête un peu partout, mais rappelons-nous pourquoi on est là, pourquoi on fait ce qu'on fait. Restez en contact et surtout quand vous appelez vos employés, vos collaborateurs, je pense que cette petite touche humaine de dire comment ça va. Prendre le temps de savoir, toi à la maison en ce moment, comment ça se passe, si c'est pas indiscret. Comment est-ce que ton énergie, ton sommeil, comment ça va en ce moment? Faut pas avoir peur de poser ces questions-là parce que ça impacte directement la disponibilité de cette personne, de votre employé. Et puis, pour l'employé qui se fait poser ces questions-là, qu'est-ce que ça a comme effet? C'est de dire, ben, il veut prendre soin de moi. Ou, en tout cas, je suis assez important pour qu'on me pose la question. Et juste ça, ça va probablement faire en sorte qu'il aura une posture d'ouverture pour une prochaine demande, pour une prochaine discussion que vous allez avoir avec lui. Donc, cette culture collaborative, je vous invite vraiment à vous questionner, à savoir comment est-ce que je pourrais davantage mettre en place ces règles de coopération qu'on vient de voir. Comment est-ce que je prends soin des besoins de chacun, puis même moi aussi comme gestionnaire, comment est-ce que je peux faire de l'autre un allié pour satisfaire mes besoins? Puis ici, un exemple vraiment marquant pour moi, ça a été une cliente qui me dit « Fanny, en ce moment, comme gestionnaire, je gère comme je peux, mais je n'en peux plus. Je suis fatiguée. J'ai l'impression que toutes les décisions que je prends, mes employés voient que c'est pas la bonne chose. Il y a un manque de reconnaissance grand comme le monde. » Ben, je lui dis est-ce que de t'asseoir ou d'en appeler un ou une à qui tu fais confiance, avec qui tu te sens plus confortable, de demander, écoute, en ce moment, pour moi, c'est dur de prendre des décisions parce qu'il manque des informations, parce que ci, parce que ça, mais qu'est-ce que tu pourrais me dire qui fonctionne, par exemple? Qu'est-ce que je fais quand même bien, tu trouves, en ce moment? Puis comment je pourrais être encore plus de meilleur soutien avec vous? Puis vraiment d'avoir cette discussion ouverte. Des fois, on n'ose pas parce qu'on se dit, ben là, c'est pas à mes employés à me dire ça. Mais
ça donne vraiment une ouverture à cette collaboration-là. Il faut oser. Ça prend du courage. Je sais, c'est difficile, surtout par téléphone. En personne, des fois, c'est plus facile. Mais je vous invite à oser. Puis ça, on est tous sensibles, peu importe notre génération. Mais je pense que les jeunes générations revendiquent beaucoup cette proximité avec leurs supérieurs, avec leurs collègues. Donc, essayez d'utiliser un peu cette façon de voir les choses pour vous inspirer, puis mettre en place une culture collaborative. Donc, c'est là où on reconnaît finalement la contribution de chacun et où on reconnaît l'humain aussi derrière le travailleur. Alors, voilà une petite invitation au niveau de la culture. Maintenant qu'on a parlé des constantes, évidemment, il y a des distinctions. On a parlé des générations, de tout ce qui a influencé qui ils sont, l'identité, pardon. Voici 3 attitudes générales que vous allez voir qui vont peut-être susciter des différences dépendamment des générations. La première, c'est notre attitude par rapport à l'organisation du travail. Donc, la façon dont on gère notre performance, les priorités, les pauses, nos horaires, est-ce que c'est flexible, est-ce que c'est un peu plus établi comme cadre. Donc, ici, on voit que les jeunes générations, les dernières YZ, ont tendance à avoir un regard très libre sur l'organisation du travail, vont faire une tâche, vont aller sur Facebook, vont aller sur Instagram, vont revenir à leur tâche, versus une personne d'une autre génération, par exemple, les baby boomers ou les X, qui vont avoir un cadre, un horaire très spécifique, puis vont vouloir, c'est important pour eux de respecter le cadre. Si l'horaire c'est 9 à 5, bien, vous pouvez compter sur eux qu'à 9h moins 5, ils sont au bureau, sont prêts à travailler. Pour les jeunes générations, ce type d'horaire plus rigide, du 9 à 5, fonctionne un peu moins bien. Rappelons-nous, parce que c'est plus difficile de se concentrer, parce que ce sont des gens qui font beaucoup de multitâches aussi, donc ont tendance à aimer entrer dans une activité, en sortir, y revenir. Donc, ce sont des gens qui ont besoin de prendre une distance de leurs tâches aussi, mais qui ont besoin qu'on les encadre. Donc, ça repose une multitude de défis à ce niveau-là. C'est important d'en parler pour pas qu'il y ait non plus des malentendus. Des choses qui arrivent souvent, c'est la notion de retard, la notion d'horaire flexible, justement, à savoir, il y en a qui peuvent travailler en télétravail, d'autres non. L'important ici, c'est de s'assurer que les gens comprennent pourquoi on accommode certaines personnes, pourquoi on est peut-être plus flexible sur tel critère, sur telle condition de notre organisation du travail pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait une compréhension mutuelle. Alors ça, c'est une des distinctions où il y aura peut-être des clarifications dépendamment des attentes des générations. Également, ce qu'on observe, c'est une attitude qui est différente face au changement. On parle dans les dernières études que les Y, les Z ont davantage tendance à être plus flexibles. Évidemment, on grandit dans un contexte où les changements étaient à une mesure et un rythme exponentiel. Donc, la notion de changement fait même partie intrinsèque de la réalité. On recherche le changement, on le provoque même, ce qui peut être vraiment confrontant pour un X ou un baby boomer qui aime la stabilité, aime avoir un cadre puis une structure qui est limitée et qui fonctionne. Mais voyez comme on gagne à coopérer dans ce type de contexte actuel, savoir qu'est-ce qui doit rester, être préservé comme activité dans notre organisation. Puis là, on met à contribution les gens qui sont forts sur la structure, qui sont forts sur la compréhension de notre organisation, de nos services, de nos produits. Et puis ces jeunes-là qui aiment le changement, qui en ce moment sont probablement, ils ont juste hâte de sortir de chez eux, de reprendre les activités, puis sont bien contents. Mais eux, comment est-ce qu'on peut les amener à rester dans l'innovation, dans la création d'idées, au niveau de, je sais pas moi comment, refaire ce sentiment d'appartenance-là de l'équipe quand on va revenir au bureau. Donc, toutes ces idées-là de qu'est-ce qu'on va pouvoir changer dans ce après-pandémie, là, c'est intéressant de mettre à profit toute leur facilité à naviguer dans ces changements puis dans l'incertitude. Mais toujours, on rassure qu'ils ont leur place qui contribue, et ça, qu'on soit un X, un boomer, un Y, un Z, etc., on a tous besoin de sentir que notre présence est appréciée.
Et enfin, une autre grande distinction sur laquelle je souhaitais faire la lumière ce matin, c'est l'attitude face à la relation employé-supérieur. Donc, comme j'ai mentionné un peu plus tôt, les générations précédentes, pour eux, c'est important de respecter cette hiérarchie-là versus ce qu'on voit parfois chez les jeunes générations, qui est de revendiquer un statut plus égalitaire. Et c'est pas qu'on ne reconnaît pas le pouvoir d'autorité du supérieur, mais on veut sentir que on voit la personne qu'on est. Hein? On s'intéresse à l'autre. Donc, c'est vraiment une nuance très importante parce que c'est pas tant dans la revendication d'avoir du pouvoir que ces jeunes générations-là, par exemple, se mettent à tutoyer les cadres qui sont tendance à être très familiers dans leur langage, mais plutôt pour dire, ben, sois avec moi, je veux que tu me comprennes, je veux qu'on collabore. C'est comme ça qu'ils ont appris aussi à naviguer dans les équipes de travail, qu'il y ait cette proximité-là, comme je vous ai dit tout à l'heure. Alors, tout ça peut engendrer certains défis, mais on gagne vraiment à savoir comment utiliser cette fonction-là et se sensibiliser à pourquoi est-ce qu'on a ces patterns-là ou ces instincts-là face à la hiérarchie, face au pouvoir. Puis on sait aussi, les entreprises maintenant ont tendance à s'aplatir beaucoup. Donc les jeunes qui entrent dans ces organisations de travail-là n'ont pas nécessairement vécu les grandes entreprises, les grandes institutions où il y avait peut-être 10 paliers hiérarchiques. Donc, la compréhension de le rôle de chacun de ces niveaux hiérarchiques-là n'est pas tout à fait maîtrisée. Alors ça, on a besoin de les encadrer, on a besoin de les accompagner pour qu'ils puissent comprendre l'effet aussi de ce que les gens perçoivent de ces comportements-là. Alors voilà au niveau des grandes distinctions. Ce que je vais regarder avec vous ensuite, c'est premièrement poser la question. J'aimerais que vous preniez juste une petite minute avec tout ce qu'on vient d'échanger. On a parlé des constantes, les besoins de chacun, qu'on soit humain à Terrebonne, qu'on soit humain à Rimouski, qu'on soit humain en Italie, peu importe. On a besoin de compétences, d'autonomie, d'affiliation sociale. On a besoin de sentir que quand on est face à l'autre, on n'est pas menacé. On n'a pas besoin de se défendre. On a besoin d'être reconnu, d'être vu, d'être entendu. Ça, c'est universel. Ça devrait être la base de nos relations. Mais au travail, ça demande quand même une adaptation, puis on vient de les voir, ces distinctions face aux attitudes. Et là, c'est de se dire, moi, comme gestionnaire, comme direction, quelle place je donne au potentiel de ces 4 générations-là? Est-ce que je reconnais les qualités? Ou est-ce que quand j'en parle, c'est peut-être plus d'une façon à la blague, péjoratif? Est-ce qu'il y a des choses qui m'agacent? Puis c'est correct qu'il y a des choses qui agacent. C'est correct qu'il y a des choses qui nous confrontent dans nos valeurs. Et ça, je vous invite à conscientiser ça pour vous-même, pour être capable de vraiment prendre conscience de comment vous agissez après. Parce que ça teinte les comportements, ça teinte les attitudes. Ça va faire en sorte qu'on est frustré ou pas aussi, dépendamment de ce qui se passe. Donc, par exemple, en ce moment, le télétravail, pour certains, ça oblige à utiliser des outils technologiques avec lesquels jamais ils ont travaillé encore. Bien, sachant ça, est-ce qu'on peut pas jumeler un de nos jeunes bénévoles ou un de nos jeunes employés qui est super à l'aise, puis on fait en sorte de jumeler justement ces personnes-là qui vont se coacher. Puis à l'inverse, peut-être un jeune qui a plus de difficultés, qui comprend moins l'offre de service, nos produits, qui maîtrise moins le service à la clientèle, etc., bien, là, on va demander à la personne qui a plus d'expérience de la coacher, d'être dans ce mode-là de soutien pour que les deux se sentent valorisés dans leur rôle. Alors, c'est souvent ce qu'on recommande dans les entreprises. Puis voici, dans cette prochaine diapositive, je dirais les grandes notions sur lesquelles on a du contrôle en ce moment. Donc, la conciliation travail-vie personnelle, sachant que c'est très important, puis qu'en ce moment, il y a des difficultés, là, il y a des enjeux vraiment pour les parents qui sont à la maison encore avec des enfants où il n'y a pas de garderie, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de camp de jour. Ça s'en vient peut-être, mais il y en a qui n'ont pas accès à ça. Mais nécessairement, on ne pourrait pas avoir les mêmes attentes que pour une personne qui est disponible, qui est motivée, qui n'a pas d'enjeu de santé physique ou psychologique en ce moment.
Je vous dirais l'opportunité de développement professionnel, ça c'est un beau levier pour rassembler les gens, pour rassembler les générations parce qu'on le partage tous. On veut continuer d'apprendre, on veut continuer de se sentir compétent, même avec toutes les nouveautés qui arrivent dans le marché du travail. Donc, je vous dirais en ce moment, c'est un beau terrain d'essai pour offrir des formations, offrir des ateliers, que ce soit en télétravail, mais aussi en personne, hein, graduellement quand on le pourra, pour reprendre cette habitude de se voir, d'être ensemble, de se poser des questions. Et ça, je pense que ça va aider les gens à comprendre aussi avec quel bagage on arrive au travail. La flexibilité de l'organisation du travail, les horaires, c'est prouvé. Le télétravail va rester. La grande majorité, environ une personne sur deux, compte maintenir le télétravail comme source principale donc de travail, c'est-à-dire être à 100% en télétravail, même après la pandémie. Donc, c'est de comprendre qu'en ce moment, avec ce qui se passe, le travail, notre notion du travail va changer. Et c'est de voir comment est-ce qu'on va réussir à accomplir notre mission organisationnelle, mais tout en permettant à nos employés de préserver une qualité de vie. Et ça fait appel à des questions comme le droit à la déconnexion. Le fait que parfois, souvent on le voit en ce moment, les courriels, on les envoie un peu quand on peut. On essaie de se voir, de booker des réunions, de planifier des réunions, pardon. Mais c'est de dire, est-ce qu'on préserve un équilibre pour la personne? Parce que si elle est en rencontre de 8 à 5, elle va être extrêmement fatiguée, puis à un moment donné, la fatigue, les impacts sur notre santé psychologique, ça affecte aussi notre performance. Hein. Les deux sont intrinsèquement liés. Un employé qui est performant, qui se sent compétent, va être efficace, va finir sa journée content, satisfait, et ça va promouvoir une belle santé psychologique. Versus quelqu'un qui n'arrive jamais à faire son travail quand on sait qu'ils sont en surcharge. Soyons attentifs, d'offrir des moments de répit, d'être parfois un peu plus généreux sur les laisser aller dans le sens que en ce moment, c'est pas le temps d'être trop carré dans notre gestion. On veut essayer de comprendre, d'être plus en mode rondeur pour laisser la flexibilité aux gens. Tant qu'il n'y a pas d'écart de conduite, tant que l'attitude est positive, qu'il y a vraiment une collaboration qui est tentée de l'employé, mais on reconnaît puis on revoit un peu nos critères de performance. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans tout ça, le plus grand défi, c'est de faire du sens. En ce moment, ce qui arrive, personne n'a vu venir ou à peu près, à moins d'être des devins. Mais on essaie tous du mieux qu'on peut, je pense, de faire notre travail, d'être gestionnaire, de répondre aux besoins, répondre aux appels, répondre aux courriels. Ben ça se peut que pendant encore un bon moment, on n'ait pas le 100% de performance qu'on connaissait il y a quelques mois. Hein? Puis je me dis que dans 3 à 5 ans, on va repenser à ce qu'on vit aujourd'hui, puis c'est assez particulier. On va se dire, ouf, on s'en est mis beaucoup sur les épaules. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est avant tout en ce moment, prenez soin de vos relations. Prenez soin des gens, leur demandez comment ils vont, comment vous pouvez les soutenir dans leur travail. Et ça, croyez-moi, une fois que la personne se sent soutenue, elle va être capable de déployer ses ressources, de s'engager dans le travail, parce qu'à la base, elle s'est sentie vue, elle s'est sentie entendue par vous. Alors, le premier conseil, c'est vraiment ça, accompagner les employés à faire du sens, puis ça, avec de la reconnaissance, avec du temps, téléphone, appel, comme vous souhaitez, mais évitons de juste communiquer par texto, par courriel. On a besoin de chaleur humaine, surtout en ce moment, les gens qui sont très isolés, tenter de leur communiquer un peu plus souvent. Bien sûr, on n'est pas des psychologues, des thérapeutes, donc là n'est pas la question, mais c'est plutôt de dire, mais je pense à toi, je sais qu'en ce moment ta situation n'est pas facile, mais voici mes attentes, puis sois confortable à me dire là où tu peux les réaliser, les atteindre, et puis le reste, on va rediriger ou réorienter là, nos objectifs. Autant que possible. Autant que possible. Mais il n'y a pas de recette unique, comme j'ai mentionné. Donc, voici quelques mesures ou pratiques que je vous suggère pour la bonne continuité de ce travail qu'on fait à distance, en virtuel, en multigénérationnel.
Et comme j'ai commencé avec une citation, mais évidemment, moi, je suis cohérente jusqu'au bout, j'essaie en tout cas. Alors, je vous propose une citation pour conclure. Et ici, c'est John Holt qui nous amène à réfléchir de façon critique à l'aspect d'intelligence. Il dit, quand on parle d'intelligence, on veut pas, on parle pas nécessairement de l'habileté à avoir un bon score, une bonne performance, par exemple, sur un test à l'école. Donc, ça, c'est comme des très petits indicateurs de quelque chose de bien plus grand, plus important. Mais par intelligence, ce qu'on veut dire, c'est un style de vie, une façon de vivre sa vie, une façon de se comporter dans des situations diversifiées. Puis la réelle intelligence, puis je dirais surtout d'un gestionnaire, mon petit ajout, c'est pas tellement ce qu'on connaît, mais c'est comment on se comporte quand on sait qu'on ne sait pas quoi faire, finalement. Et je pense qu'on est tous un peu dans le même, pas nécessairement dans le même bateau, mais dans la même tempête ensemble. Et je pense que c'est correct de se dire qu'on fait de notre mieux comme gestionnaire dans ces générations, dans ce contexte hyper varié, hyper changeant. Mon message de fin, c'était de dire reconnaissons tous les efforts qu'on a mis en sachant qu'on peut quand même encore optimiser la confiance entre nos gens, entre nos équipes. On comprend mieux une fois qu'on a vu et entendu dans quel contexte, avec quel bagage les gens arrivent chez nous, dans nos organisations. Mais on ne saura jamais tout. On ne connaîtra jamais une personne parfaitement, puis il arrivera toujours des situations où on va être pris au dépourvu, on va perdre nos repères. Je pense comme gestionnaire, comme leader, c'est important de se questionner, de dire comment on peut se soutenir même quand on ne sait pas, quand on n'a pas les informations. Et ça, je pense que ça va à la reconnaissance même de qui on est, de cette valeur fondamentale. Alors, c'était le petit mot de la fin. On a encore un bon 15 minutes. J'aimerais beaucoup entendre vos questions. Je vois que certains en ont écrit dans le chat. Ce que je vous proposerais, c'est de nommer votre nom, activer votre micro, donner votre nom, et puis on va pouvoir échanger un peu plus, mais vraiment comme ça, j'aimerais avoir vos réactions. Qu'est-ce qui a fait écho pour vous dans cette présentation-là? Puis où est-ce que vous en êtes maintenant dans vos questionnements? Alors, je vais suivre l'écran. S'il y en a qui ont des caméras, vous pouvez les activer si vous êtes à l'aise. Puis on va pouvoir se faire des signes non-verbaux pour se donner la parole. Alors, je suis à votre écoute. S'il y a des questions. Jean-François, est-ce que tu as vu dans le clavardage des questions, je vais aller voir moi-même. Alors, Brigitte nous pose quelques questions. Est-ce que quelqu'un souhaitait parler? Je vous laisse. Ben, par solidarité, je vous dirais. Par solidarité, parce que j'ai fait un AGA hier électronique et je suis de la génération X, donc j'en ressors avec un effroyable sentiment que j'ai pas eu ce que je voulais. En plus, je suis visuelle, fait que vraiment. Mais c'est très intéressant ce que vous nous dites. On en revient toujours, par exemple, à l'essentiel. Donc, c'est des humains, c'est des êtres humains. Puis, c'est ça. Fait que dans le fond, c'est de se parler. Tu sais, je me dis, heureusement ou malheureusement, il n'y a rien de nouveau dans ce que vous nous avez appris. Tu sais, c'est un peu paradoxal, je dis tantôt. Mais c'est fou. Ben, je suis d'accord avec ça. Je veux pas vous insulter. Tu sais, je me dis juste, on en reste à dire on est des êtres humains, puis il faut se parler, puis il faut chercher à se comprendre. Puis effectivement, le mode électronique, probablement que là où je serais curieuse de savoir, c'est par rapport, est-ce que ça serait important que les individus définissent dans nos équipes de travail combien ils perdent? C'est comme moi, je perds 9 sur 10 selon moi avec un téléphone ou avec j'ai le feeling que je perds énormément. Quelqu'un pourrait me dire ben moi j'ai pas le feeling que je perds beaucoup. Mais parce que je me dis dans le fond c'est là où j'arrive dans une arène, quand j'arrive dans le web, j'arrive dans une arène où je suis vraiment déstabilisée.
Et moi, ça m'enlève beaucoup de repères. Peut-être qu'il y a des gens qui sont très à l'aise avec ça. Tout à fait. Ça aussi, je trouve que de le dire, de communiquer dans l'équipe et de dire, bon, ben, enfin. Oui, tout à fait. Merci. Bien, merci à vous. Merci, Marie. Je pense que vous avez nommé quelque chose d'important dans le sens que à l'époque où on vit, on réinvente pas la roue. Donc, ce matin, de voir des informations juste pour se rafraîchir, finalement, effectivement, que on reste humain, puis on est en train de vivre quelque chose de spécial aussi. Alors, comment s'adapter, comment être confortable là-dedans? On essaie de trouver nos points de repère. Puis je pense que vous avez nommé un ingrédient qui est vraiment significatif, qui est parfois de simplement faire preuve d'authenticité et de nommer quand quelque chose nous rend inconfortable ou on aurait besoin de soutien. Les outils sont là, puis les gens qui connaissent dans nos organisations parfois ont des talents spéciaux. Et ce qu'on a vu même dans certaines organisations, c'est qu'on a complètement changé la définition de tâches, de responsabilités de certaines personnes de façon temporaire pour être capable, parce qu'elles avaient un talent particulier en ce moment pour XY projet, bien, on la mettait à contribution pour ça, parce que là, c'était là où l'énergie, les ressources, on en avait besoin. Donc, de ne pas hésiter des fois à sortir de ce cadre-là, cette structure, ça peut être angoissant, mais on définit dans un certain temps qu'est-ce qu'on veut avoir comme attente les uns envers les autres. Alors, je pense qu'il y avait aussi Madame Janie Larivière qui a une question. Si vous êtes là, je suis à votre écoute. Oui, merci beaucoup. J'ai beaucoup apprécié la présentation. En fait, c'est un sujet qui m'intéressait. Nous, je suis directrice quand même une petite équipe. On est 7 au total et je m'aperçois qu'on a toutes les générations. Là. J'ai quelqu'un baby boomer, j'ai du X et du Y et du Z. Effectivement, je la vois, la différence entre chacun des employés et j'essaie de m'adapter aussi à chacun. Mais jusqu'où aussi on peut peut-être pas demander, là, j'ai pas le bon mot, mais aussi que les employés reconnaissent notre génération en tant que directrice. Bon, moi, je suis X, donc j'ai une bonne différence avec la nouvelle génération. Je m'adapte à eux, mais comment je peux les emmener, eux, à considérer comment moi je travaille ou qu'est-ce que je peux, c'est quoi mes attentes. Tu sais, je suis prête à leur donner de la flexibilité, mais je suis quand même quelqu'un qui a une rigueur. Tu sais, c'est un peu ça ma question. C'est tellement une belle question, puis vous l'avez nommé, le secret est dans la clarification de vos attentes, le cadre. Ici, voici ce que j'attends de vous, voici quelles sont les règles du jeu qu'on se donne, et voici pourquoi aussi. La génération Y, la génération Z souhaite vraiment ardemment comprendre pourquoi. Puis une fois c'est pas de justifier, hein, je fais vraiment la nuance, c'est vraiment juste de voir, OK, mais il y a un raisonnement à ça. C'est pas contre moi ou c'est pas parce que c'est moi. On sait, ce sont de jeunes générations qui sont extrêmement sensibles à ce que les mesures soient équitables, soient justes. Donc, une fois qu'ils comprennent que la structure est là pour servir une mission, par exemple, le fait qu'il y a des horaires, mais c'est pour assurer peut-être le service à la clientèle, pour servir X, Y, Z. Donc, rapidement, ils sont capables de cerner, mais c'est important de renouveler ces attentes-là, de les communiquer fréquemment également, surtout dans des instants comme actuellement où peut-être d'une semaine à l'autre, même nos attentes changent. Puis ça, c'est correct aussi. On peut l'annoncer, de dire, pour l'instant, voici ce à quoi je m'attends de toi, de tes collègues, etc. Puis la semaine prochaine, ben, par exemple, tous les lundis, ben, je vais renouveler. On se fera une rencontre, on se fera une réunion, puis je renouvellerai ça. Donc, j'ai tendance à vouloir vous recommander ça, de vraiment réaffirmer ces attentes-là. Puis vous, votre façon de travailler, comment vous êtes confortable. Puis là, ça devient un échange sur la relation. Comment vous vous attendez qu'il y ait une coopération, comme on en parlait un peu tout à l'heure. Bon, j'espère que ça fait du sens, mais vraiment, ne pas hésiter à s'affirmer aussi comme leader dans ce qu'on a besoin, nous, d'avoir pour leur faire confiance à ses employés ou ses collaborateurs-là. OK. Annie, on a 3 bonnes questions. Oui, je vois que ça s'active sur le chat. Oui, tout à fait. Alors, une première, voici la question de Brigitte
qui nous demande comment pouvons-nous amener une personne plus compétitive et individualiste vers la collaboration en équipe. Je me retrouve un peu là. Donc, c'est intéressant là, d'avoir votre opinion par rapport à ça, Fanny. Oui, tout à fait. C'est de voir quel besoin est-ce qu'elle répond en ce moment, cette personne qui est compétitive, qui est plus individualiste. Parfois, ce qu'on voit, puis là, vraiment, on est dans des scénarios, mais c'est de dire, est-ce qu'elle a besoin d'être vue? Est-ce que c'est par un manque de reconnaissance? Est-ce que c'est une espèce de jeu de coude, finalement, pour être reconnue, pour qu'on puisse valoriser son travail? Des fois, on voit ça, que ça se joue finalement. Une personne compétitive peut avoir aussi des intérêts cachés qui ne sont pas nécessairement en lien avec la mission ou l'objectif qu'on a de façon commune. À ce moment-là, je réitère un peu le dernier conseil, c'est d'avoir une attente claire. Parce que si la collaboration est nécessaire et que l'attitude de cette personne-là est compétitive, joue pour ses propres intérêts, bien, c'est important de lui signifier l'impact de ça, pas que sur nous, mais sur le reste de l'équipe aussi. Et souvent, quand on y va avec cette sensibilisation au niveau de l'impact du regard de l'autre, on a tendance à attraper un peu leur attention. Mais je pense qu'au fond, demandons-nous, c'est quoi le besoin de cette personne-là? Quel est l'intérêt qu'elle est en train d'essayer de satisfaire avec cette attitude-là ou ce comportement-là? Comment est-ce que je pourrais l'amener à réaliser ou à s'aligner à notre intérêt ou à notre objectif? Ça demande une transparence, ça demande quand même de se montrer vulnérable là, face à cette personne-là, on s'entend, mais je pense que c'est d'aller au fond des choses avec ce type de questions qui va nous permettre là, de l'arrimer au reste de l'équipe finalement. Merci. Autre question, sachant que pour la génération Z, il n'est pas grave de faire des erreurs, mais que ces jeunes-là ont beaucoup d'anxiété. Comment faire pour renforcer l'importance de diminuer les erreurs et même de notifier ces erreurs-là sans augmenter l'anxiété? C'est souvent des personnes, hein, puis vous l'avez sûrement remarqué, il y a un certain paradoxe. Donc, j'ai besoin d'autonomie, mais j'ai besoin de me faire dire que mon travail est correct puis je réponds aux besoins, OK? Donc, c'est important de rassurer l'individu sur ce qu'elle fait de bien, là où elle performe, où elle est appréciée, et de montrer, puis des fois, c'est juste notre langage, hein, notre vocabulaire, de dire « Oups, voici une zone de vigilance. Oups, voici peut-être un apprentissage à consolider. » L'utilisation de même d'erreurs, de termes comme la sous-performance, comme des écarts de conduite ou de rendement. Donc, ça a tendance à frapper un peu plus les esprits des jeunes générations. On veut pas être faible, on veut pas être mauvais ou être dans les sous-performants. La notion d'erreur, je pense que c'est quelque chose qu'en organisation, on va avoir vraiment, on va gagner à discuter pour savoir est-ce que c'est pas en fait des erreurs, mais plutôt des opportunités de s'améliorer puis d'optimiser nos processus. Mais s'il y a vraiment des écarts de conduite puis des erreurs, c'est simplement de dire dans cette situation-là, voici ce que je te propose. Et on amène la personne à se responsabiliser que si cette situation-là va se reproduire, voici un scénario qu'on va imaginer ensemble que tu vas pouvoir mettre que tu vas pouvoir concrétiser finalement. Donc, ils sont beaucoup dans le présent. Il faut les amener à imaginer, OK, mais si ça a à se reproduire maintenant, dis-moi comment tu t'y prendrais. Et là, ça les responsabilise, ça leur donne cette autonomie-là qui va les motiver. Donc, amenez-les avec vous dans la conversation de comment on va s'améliorer, comment on va éviter cette erreur-là à nouveau. Et ça va les valoriser, ça va diminuer l'anxiété qu'ils peuvent ressentir. Ouais. C'est bon, merci. Oui. Je vois qu'il y a une autre question qui est dans le chat room, là. La question nous vient de Brigitte qui nous dit avez-vous des informations sur la génération à venir? On a parlé là pratiquement de X à Z, là, mais il y a l'autre génération, puis peut-être, là, il reste quelques minutes, peut-être que ça serait bon là en dernière trame que de nous expliquer
à quoi on devrait s'attendre? Parce qu'on travaille souvent à 4, des fois à 5 générations. Peut-être on sera à 6 générations bientôt. Donc, à quoi il faut s'attendre? La jeune génération qu'on appelle maintenant la génération alpha, donc en ce moment ils sont tout jeunes, hein, sont nés depuis les années 2010. Évidemment, un peu comme la génération Z, ils vont être très influencés par tout ce qui est numérique, par cette instantanéité-là. Mais il va y avoir vraiment des réflexions au niveau, il y a même des études qui commencent à proposer ou à mettre de l'avant qu'ils vont moins se tourner vers l'éducation conventionnelle. Ils vont plus aller s'informer sur ces plateformes qui sont démocratisées aujourd'hui avec ces technologies de l'information. Alors, ce sont des gens qui vont avoir des parcours très éclectiques, qui vont aussi probablement avoir à se réorienter dans leur carrière pour suivre vraiment des passions professionnelles. Donc, ce sens de la vie, ce sens de la carrière va être encore très proéminent. Mais on a encore, évidemment, de tout ça, ce sont des hypothèses comme ils sont encore très jeunes. Mais les derniers événements vont certainement avoir eu un impact au niveau de ce que l'individu va vouloir réaliser sans trop compter sur les grandes institutions parce que ces institutions-là sont peut-être fragiles. Donc, encore une fois, l'individualisation, mais au service de de son cercle finalement. Donc, la proximité avec les proches, ça va demeurer. Donc, je vous dirais que ce sera une continuité de la génération Z, mais encore plus marquée par cette incertitude, par les mouvements sociaux comme on voit actuellement au niveau de la diversité culturelle, ethnique, les communautés LGBTQ. Donc, toute cette diversité au travail, on va en entendre parler bien plus encore dans les prochaines années. Certainement, ça va influencer cette prochaine génération. Alors voilà pour la dernière génération, mais j'oserais pas trop en dire, sachant que ce sont des hypothèses non testées jusqu'à maintenant. Merci pour ces avenues d'hypothèses-là. Ben écoutez, peut-être on peut mentionner que c'est aussi avec l'usage qu'on s'habitue à travailler en mode web et donc de prendre la parole, de pouvoir travailler sur du chat et tout ça. Ben ça nous aide à travailler puis à pouvoir apprivoiser les outils qui nous sont maintenant disponibles puis qui changent rapidement. Donc peut-être que là-dessus, vous pouvez élaborer un peu plus, Fanny, sur l'habitude, sur est-ce que vous avez des trucs à nous proposer pour pouvoir s'habituer plus facilement? Bien évidemment, la pratique, puis un peu comme j'ai tendance à le faire, n'hésitez pas à pratiquer des webinaires, à fouiller dans les outils, puis comme j'ai dit, à mettre à contribution ces jeunes employés bénévoles qui sont plus à l'aise. Donc, entourez-vous, il y a toutes sortes d'applications qui existent, mais ça reste quand même d'être honnête avec ce avec quoi vous êtes confortable, puis à la limite, déléguer certaines responsabilités. On sait, les jeunes générations ont soif de se faire déléguer ces responsabilités-là. Donc, plutôt, vous gardez le contrôle sur le message, sur la fréquence des rendez-vous, donc plutôt sur le cadre de ces communications-là. Et des fois, laisser les aspects technologiques si on est moins confortable ou on a moins la chance de pratiquer, là, comme vous le disiez, Jean-François, c'est mieux de le laisser pour mettre votre énergie ailleurs aussi. Puis peut-être là, dans le contexte, surtout où on a quand même à se rencontrer de façon ponctuelle et régulière, on a peut-être moins la chance de s'être adapté ou de s'être doté d'outils. Mais restons avec ce qui est relativement confortable, tout en s'entourant de personnes qui vont pouvoir nous aider à apprendre les nouvelles techniques. Donc, ça prend une communauté, ça prend un village pour élever un enfant, mais ça prend aussi tout un village pour savoir comment utiliser des outils comme ça. Donc, on normalise la chose, c'est normal qu'au début, on a de la difficulté. Puis ça prouve à quel point c'est important de continuer d'apprendre, puis des fois d'être confronté à des situations pas faciles où on réussit pas du premier coup, puis de se dire, ben c'est correct, c'est normal que ce soit plus particulier, disons, comme expérimentation. Donc, mon invitation, c'est de faire preuve vraiment d'authenticité là-dedans, d'en rire, hein, un petit grain d'humour là-dedans, c'est toujours le bienvenu. Merci. Si je comprends bien, les générations Z font pas vraiment d'erreurs,
Puis, comme ça, nous, on pourrait aussi devenir moins anxieux avec la technologie si on leur remet entre les mains la possibilité de gérer les appels conférences. C'est ça, on leur laisse la responsabilité de cette gestion techno, puis nous, on se concentre sur notre message, sur ce qu'on souhaite déléguer ou en tout cas attribuer comme responsabilité à l'équipe. Ça va pouvoir aider à renforcer, finalement, utiliser le potentiel de chacun si, évidemment, là, vous avez accès à ça. Sinon, il y a toutes sortes de formations en ligne que je vous invite à consulter. Il y a une grande démocratisation de la connaissance en ce moment. N'hésitez pas à faire preuve de curiosité là, à ce niveau-là. Merci beaucoup. Et la vidéo d'aujourd'hui sera présentée sur notre site web. Donc, je vous invite à aller voir dans quelques jours sur notre site web du regroupement à associationquebec.qc.ca. Et là, ben peut-être qu'il y a des points qu'on pourra reprendre ou encore vous pourrez peut-être envoyer les liens pour suggérer à des gens de regarder la vidéo. Certainement. Alors, merci d'avoir été là. Merci d'avoir été au rendez-vous. Et puis, ça me fera plaisir de prendre connaissance des commentaires, des questions pour pouvoir vous fournir d'autres outils au besoin. Alors, bonne chance, bon succès dans la collaboration multigénérationnelle. Puis au plaisir de vous retrouver pour un autre rendez-vous. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.